Bonjour à tous. Désolé pour ce petit contretemps technique. Je suis vraiment ravi d'ouvrir cet événement et de parler de monnaie pair à pair dans une institution créée en 1816 pour sécuriser l'épargne des Français. Merci à notre réseau scientifique, à la Caisse des dépôts et consignations, à Nadia Filali qui clôturera cet événement, à la chaire Blockchain at X de l'école polytechnique, à BPI France, à l'Institut Louis Bachelier, nos soutiens financiers et académiques. Merci également à Positive Blockchain, notre partenaire, et à Helix, notre mascotte, mais qui est surtout, depuis 2015, l'ambassadeur digital des Nations Unies et des objectifs de développement durable. Je m'appelle Jacques-André Finch-Lomberger. Je suis chercheur indépendant, auteur pour la Revue européenne des médias et du numérique et responsable des opérations chez Blockchain for Good France. Alors, Blockchain for Good France, c'est une association à but non lucratif qui fait, depuis 2018, de la vulgarisation scientifique sur le sujet des blockchains et du développement durable. Toute ma reconnaissance à nos invités pour leur présence ce soir. Donc, j'aimerais resituer cet événement et présenter correctement le contexte de nos travaux de recherche avant de laisser la parole à nos invités. Blockchain et développement durable, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que finalement, ça fait un peu techno-gourou, ça fait même crypto-évangéliste d'associer les deux, blockchain et développement durable. Certains pourraient même dire que c'est un oxymore. D'un côté, Bitcoin, ça sert à rien, ça détruit la planète, ça finance le terrorisme, c'est bien connu. Et puis de l'autre, les objectifs de développement durable, c'est une grille de lecture pour suivre les progrès et les régressions de l'état du monde dans lequel nous vivons, donc c'est plutôt opposé. Alors pourquoi associer les deux? Un mot rapide d'abord sur les blockchains. Puis je dis les blockchains parce qu'au sein de l'association, on pense que la blockchain, ça n'existe pas. Pourquoi? Parce qu'il y a au moins deux types de blockchains, les blockchains privées et les blockchains publiques. Et comme elles sont intrinsèquement différentes, quand on dit la blockchain, on ne sait pas très bien de laquelle on parle. Alors, une blockchain publique, c'est un système ouvert, sans frontières, neutre, résistant à la censure et public, pour citer Andreas Antonopoulos, vulgarisateur sur le sujet. La première blockchain publique a été créée en 2008, mise en œuvre en 2009, et elle s'appelle Bitcoin, et son jeton, son token, s'appelle aussi Bitcoin, avec un B minuscule. Aujourd'hui, il y en a plein, des blockchains publiques, dont notamment Ethereum, Tezos, Cardano, Polkadot, etc., plus de 21 000 même, tellement qu'on pourrait se dire quelque part que la plupart ne servent à rien. Mais bon, c'est finalement comme en 1914, quand il y avait 155 constructeurs automobiles en France. Finalement, ce que ça veut dire, c'est qu'on en est plutôt à la genèse de ces technologies. Alors, plutôt que de vous donner une définition technique de ce qu'est une blockchain, je vais plutôt vous dire un mot rapide sur ce à quoi ça sert. 4 grands usages. Le premier, échanger en pair à pair de la valeur détenue en propre. Deuxième usage, tenir un registre infalsifiable et transparent. Troisième usage, programmer des contrats dits automatiques. Et quatrième usage, bénéficier d'une identité numérique décentralisée, chacun de ces usages pouvant être combinés avec l'autre. Commençons par le premier usage, échanger en pair à pair de la valeur détenue en propre. Évidemment, ça fait penser à de l'argent. Mais alors, détenu en propre, quel argent détient-on en propre? Oui, de l'argent liquide, des billets, des pièces. Cet argent liquide, vous l'avez dans la poche, souvent dans un portefeuille, il est à vous, il est à moi. Vous pouvez le donner à qui vous voulez, et c'est aujourd'hui la seule manière d'échanger de l'argent sans intermédiaire. Tout du moins jusqu'en 2009. Parce que Bitcoin, c'est littéralement la même chose, mais numérique. Bitcoin, c'est de l'argent liquide, numérique, du cash électronique, comme le billet de banque ou la pièce en métal que vous avez dans votre portefeuille. Votre argent liquide, numérique, se retrouve aussi dans un portefeuille numérique, un wallet, dans votre smartphone, sur votre ordinateur, une clé Ledger,
même recopier à la main une clé privée sur un bout de papier. C'est très nouveau de détenir de l'argent en propre autre que l'argent liquide. Ça veut dire que cet argent, il est à vous, il ne dépend pas d'un tiers, il est insaisissable. Alors j'avoue, dans les pays bancarisés, l'intérêt d'avoir de l'argent liquide numérique en propre, ça saute pas aux yeux. Mais pour 1,7 milliard de personnes dans le monde qui n'ont toujours pas accès à un compte bancaire, ou ceux nombreux dont le cours de la monnaie locale s'effondre, l'intérêt est plus que réel, même s'ils ne sont encore aujourd'hui que quelques centaines de millions de personnes à utiliser cet argent liquide numérique dans le monde. Comme vous possédez ce cash électronique sur un portefeuille numérique, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Vous pouvez le conserver, vous pouvez l'envoyer, vous pouvez en recevoir et vous pouvez même le confier à un tiers. Et si cet intermédiaire vous fait défaut, ou voire vous arnaque, comme ce qui s'est récemment passé avec FTX, dans le milieu des crypto-monnaies, eh ben, il va disparaître avec votre argent liquide que vous déteniez en propre. Voici donc en tout cas le premier usage permis par ce système ouvert à quiconque partout sur la planète et sans condition de nationalité, détenir de l'argent liquide numérique en propre, l'envoyer à n'importe qui, en recevoir, le tout sans intermédiaire, la validation des transactions étant opérée par un réseau informatique sécurisé et qui n'a pas de centre. Le deuxième usage, deuxième icône sur le slide, c'est tenir un registre infalsifiable où tout ce qui serait consigné serait immuable et consultable par tous, ou du moins par certains. Les cas d'usage, vous imaginez, sont légion dans le domaine du transport et de la logistique, dans le domaine de la certification de diplôme, dans le domaine de la santé, dans le domaine des registres de propriété foncière, du cadastre, et encore une fois, dans les pays développés, dont certaines institutions datent maintenant de plus de 200 ans, l'intérêt de s'appuyer sur un registre décentralisé ne saute encore une fois pas aux yeux. On a confiance en nos tiers. Mais moins les institutions d'un pays sont développées par manque de moyens ou pour toute autre raison, plus l'intérêt de déployer sur une blockchain publique ce type de service pour tenir le registre commun de documents officiels est grand, propriété foncière, diplôme, service public, etc. Et ceci dit, partout dans les pays où des tiers de confiance jouent le rôle de garant de l'intégrité de documents et d'informations, sur des infrastructures administratives et financières et techniques qui sont très coûteuses à sécuriser, ils pourraient être développés à leur service et au service de tous, une infrastructure technique qui fait la même chose, mais qui coûterait probablement 10 ou 20 fois moins cher. Il faudrait faire une étude dans ce sens. Le troisième usage que permettent certaines blockchains, c'est la mise en œuvre de contrats automatiques, de contrats autonomes, de smart contracts, ou alors, selon son inventeur, Vitalik Buterin, à l'origine de la blockchain publique Ethereum, des scripts persistants. Pour expliquer ce que c'est qu'un smart contract avec des mots simples, Ethereum, justement, utilise une métaphore, celle du distributeur automatique de boissons. Un smart contract, c'est comme un distributeur automatique de boissons. Si vous lui fournissez suffisamment de fonds et que vous entrez une sélection, vous recevrez la boisson que vous voulez. Comme ces distributeurs automatiques de boissons, les smart contracts peuvent détenir des fonds et ils permettent de programmer des applications sous la forme de contrats qui s'exécutent exactement tel que programmés, sans possibilité de les arrêter, qui ne sont pas censurables et qui ne reposent pas sur les tiers pour fonctionner. Alors un exemple concret, je suis agriculteur, j'ai souscrit une assurance paramétrique pour me protéger des ouragans, je cultive et avant la récolte, une tempête survient, je suis indemnisé quelques jours après. Le versement de l'indemnité s'est fait automatiquement parce que l'événement climatique s'est produit et que le contrat d'assurance est un smart contract. Cet exemple n'est pas fictif, c'est un cas d'usage qui existe au Kenya, Etherisc, et qui permet déjà à des milliers d'agriculteurs de bénéficier de ce type d'assurance. Et chose plutôt astucieuse, plutôt que de proposer un contrat d'assurance à des agriculteurs qui n'en ont pas toujours les moyens, ces derniers achètent des graines et des semences
dont le prix inclut cette assurance paramétrique construite sur des smart contracts. Et enfin, quatrième usage, c'est celui de l'identité numérique décentralisée. Ça sert à quoi? Ça sert à retrouver à l'échelle individuelle la souveraineté sur ses données personnelles. Rien de moins. Ça permet aussi de casser le modèle économique de l'exploitation de ces données à l'insu des personnes. Ça permet de sortir de l'ornière du capitalisme de surveillance déployé en moins de 20 ans par les géants d'Internet. L'identité numérique décentralisée, ça inverse le paradigme de l'identité centralisée dans lequel nous vivons tous aujourd'hui. Actuellement, pour interagir avec un service, je vais lui donner mon nom, mon prénom, mon mail, mon téléphone, et parfois, ou si c'est une administration publique, ma fiche de paie, mon impôt sur le revenu, etc., etc. Et à chaque fois que je veux interagir avec un service, public ou privé, je recommence. Donc en fait, je passe mon temps à disséminer des informations personnelles auprès d'une kyrielle d'acteurs sans trop savoir ce que certains en font. Demain, j'aurai probablement dans la poche un portefeuille, tiens, encore un autre, peut-être le même, au sein duquel des attestations me seront délivrées une seule fois par l'État, mon école, mon université, la préfecture de police, mon club de pétanque, et qui me permettront de garder la main sur mes données personnelles. Et plutôt que d'envoyer mes données vers un tiers, je vais permettre à autant de tiers que je veux de consulter une ou plusieurs de ces attestations pour qu'ils vérifient que ce que je dis est vrai, et parfois même sans lui révéler le contenu de ce que je lui dis. On parle de preuve à divulgation nulle de connaissance. Retenez que l'identité numérique décentralisée est la clé d'une souveraineté numérique à l'échelle individuelle et collective, nationale, si un État s'en empare. Alors encore une fois, vous allez me dire, dans les pays où les systèmes d'identité régaliens sont développés, l'intérêt semble moindre que dans les pays où il n'y a pas de système d'identité. Je vous rappelle également qu'il y a aujourd'hui 1 milliard de personnes dans le monde qui ne sont pas capables de prouver leur identité et que la naissance d'un enfant sur 2 en Afrique subsaharienne n'est jamais enregistrée. Pourquoi? Parce que ça coûte trop cher de créer et sécuriser ce type de registre centralisé. Donc, il y a 4 avantages majeurs à ce nouveau paradigme de l'identité numérique décentralisée. Il est respectueux des personnes. Il est infiniment moins cher à mettre en œuvre qu'un système d'identité centralisé. Il est par nature sécurisé parce que décentralisé. Et il est robuste parce qu'il s'appuie sur des standards mondiaux dont le code source est ouvert. Ce sont des standards du W3C, le World Wide Web Consortium, sur lequel reposent déjà les standards d'Internet et du Web que nous utilisons absolument tous aujourd'hui. Donc c'est à travers ces 4 grands usages construits sur des blockchains publiques, s'identifier de manière décentralisée, échanger en pair à pair de la valeur détenue en propre, tenir des registres infalsifiables et programmer des contrats automatiques que nous nous sommes intéressés à leurs applications pratiques à l'aune des 17 objectifs de développement durable. Donc pourquoi associer blockchain et développement durable? J'y arrive. C'est parce que nous pensons que les blockchains réinventent notre conception de l'échange de valeurs et que les objectifs de développement durable nous rappellent combien notre conception du monde est à réinventer. Alors sans transition, je souhaiterais maintenant prendre quelques minutes pour vous présenter nos travaux avant de pouvoir passer à la première table ronde. Blockchain for Good, c'est un écosystème de chercheurs, d'entrepreneurs, de gens de la société civile portés par ces sujets et on s'appuie notamment sur 2 moyens d'action, collecter des données et rédiger tous les 2 ans un rapport d'analyse. En 2018, quand on a commencé à s'intéresser à ces sujets, on a tout de suite voulu s'appuyer sur des projets concrets, sur des cas d'usage, des blockchains réels avec des utilisateurs dans la vraie vie. On a créé un tableau Excel, on a commencé à collecter des données. Et après la publication du premier rapport en 2020, on a rencontré une autre association, positiveblockchain.io, elle aussi française, qui faisait la même chose que nous, collecter des données, mais en mieux. Donc on a fusionné nos tableaux Excel, on a mutualisé nos ressources, et Blockchain for Good est aujourd'hui
l'un des contributeurs parmi les plus actifs de la quarantaine de personnes que compte ce réseau international. On travaille ensemble à la mise à jour et à la maintenance de la plus grande base de données open data sur le sujet. C'est 1800 projets référencés depuis 2017, répartis dans 14 grands domaines d'activité, 700 projets actifs à ce jour, 270 projets qui sont construits sur une blockchain publique et 200 nouveaux projets qui ont déjà été identifiés depuis la dernière mise à jour. À partir de ce matériau, et c'est notre deuxième moyen d'action, nous publions tous les 2 ans un rapport d'analyse sur le sujet. Alors, le deuxième rapport est paru tout récemment en septembre dernier, le prochain paraîtra en 2024. Cette édition, c'est 3 auteurs, 7 contributeurs, 20 relecteurs, 12 mois de travail, une version française qui est sortie donc en septembre dernier, une version anglaise qui sera publiée dans 10 jours et une version espagnole qui sera publiée début 2023. Le rapport est publié en Creative Commons, c'est un PDF de 420 pages. Notre idée, c'est parler en français, sans bullshit words, s'exprimer clairement sur ces sujets et parler à tous ceux sensibles au développement durable et curieux d'en apprendre plus sur cette classe de technologie. Le contenu du rapport en lui-même est celui-ci. Que sont les objectifs de développement durable? Qu'est-ce qu'une blockchain? Pourquoi allier les deux? Pourquoi Bitcoin dépense de l'énergie? Allez, je vous donne la réponse, c'est parce qu'il est sécurisé. Un panorama graphique de l'annuaire positiveblockchain.io et puis 12 chapitres, le cœur du rapport. Alors, comme on sait très bien qu'un rapport de 420 pages, absolument personne ne va le lire, même s'il se veut accessible à tous, on l'a découpé en 12 cahiers. Ces 12 cahiers, les voici. Identité et propriété, monnaie pair à pair et argent programmable, santé, environnement et climat, chaîne d'approvisionnement et logistique, agriculture et alimentation, Web3, arts et sciences, énergie, gouvernement et démocratie, aide, philanthropie et charité, communication et télécommunication, communication électronique et télécommunication et éducation et emploi. Chaque cahier est organisé ainsi, prenons par exemple l'énergie, quelles sont les promesses des blockchains appliquées au domaine de l'énergie? Échange d'énergie en pair à pair, certificat d'énergie, etc., etc. On dresse un panorama global. Ensuite, on dresse un état de l'art en s'appuyant sur les projets qu'on aura identifiés dans cet annuaire. Et enfin, on soulève un certain nombre de questions et d'enjeux liés à leur déploiement. Comme le sujet évolue très vite, que le travail de recherche est permanent, chaque cahier téléchargeable en PDF dispose d'un double numérique sur lequel quiconque le souhaite peut intervenir, corriger, annoter, commenter, discuter à propos de points précis et exactement là où il en est question. L'idée, vous l'aurez compris, c'est nourrir le débat, identifier des projets remarquables, promouvoir des applications pratiques et des exemples concrets. Alors, si vous êtes très pressé et que vous n'avez absolument pas le temps de lire 420 pages ou ces 12 cahiers, je vous conseille, dans l'ordre, de vous intéresser au cahier Identité décentralisée et propriété. Vous l'avez compris, je ne vais pas vous le redire, parce que l'identité touche une contradiction contemporaine à l'échelle de la planète. C'est probablement l'un des piliers à partir duquel n'importe quelle transformation numérique d'envergure est envisageable. Le deuxième cahier, c'est Monnaie peer-to-peer, notre première table ronde. Et le troisième cahier, Environnement et climat, notre seconde table ronde. Alors, sans plus attendre, j'ai l'immense plaisir d'accueillir pour ce premier échange Nelly Chatoué-Diop, CEO d'Ejara, qui est un prestataire de services sur actifs numériques à destination de l'Afrique francophone et qui est avec nous de Douala, au Cameroun. Faustine Fleuret, présidente et CEO en France de l'Association pour le développement des actifs numériques, la DAN, accompagnée par Pierre Noreau, chercheur et enseignant à Sciences Po Paris et au Learning Planet Institute de l'Université Paris-Cité. Merci à vous.
Donc, bonsoir à toutes et à tous. Quel plaisir de revenir à la Caisse des dépôts après quelques années, puisque c'est mon ancien employeur. J'ai participé au programme blockchain et cryptoactifs, dont vous allez, je pense, entendre beaucoup de bien dans quelques minutes quand Nadia viendra vous présenter en quoi est-ce que les objectifs de développement durable sont au cœur de la vision qui a été développée au sein de cette belle institution. Mais puisque Jacques-André a déjà pris le soin de présenter nos intervenantes, je vais proposer de commencer la discussion sans plus attendre avec une première question. Là encore, Jacques-André a déjà un petit peu abordé le sujet, mais avec l'effondrement de la plateforme FTX, une plateforme d'origine américaine mais établie aux Bahamas, les cryptoactifs sont de nouveau de retour sur le devant de la scène médiatique et pas vraiment pour les bonnes raisons. Je pense donc qu'il est vraiment important de commencer cette conversation en définissant c'est quoi une monnaie de pair à pair et en quoi est-ce que ces monnaies de pair à pair, elles peuvent être différentes des autres cryptoactifs et peut-être, si le cœur vous en dit d'apporter ce sujet, en quoi est-ce qu'elles sont aussi différentes des monnaies digitales de banque centrale, des monnaies numériques de banque centrale. Faustine, est-ce que tu veux commencer pour répondre à cette question? C'est une vaste question. On pourrait y dédier l'intégralité des 45 minutes qui nous sont allouées. On va essayer de faire un peu moins. C'est une vaste question. Bonjour à tous. Merci beaucoup pour l'invitation. En tout cas, il y a un cahier qui répondra certainement de façon plus approfondie que notre demi-heure. Je vais prendre le problème à l'envers, à savoir que sont les cryptoactifs pour ensuite affiner. De façon très simple, les cryptoactifs, c'est les actifs qui vont être émis et échangés sur des réseaux blockchain. Et encore une fois, Jacques-André a très bien expliqué ce que sont les réseaux blockchain. Le premier des cryptoactifs, c'est Bitcoin. Et effectivement, donc, on a connu les cryptoactifs avec cette proposition de valeur de permettre de l'échange de pair à pair en se passant des intermédiaires classiques de la chaîne d'intermédiation bancaire, financière et de paiement. Et donc, à l'origine, c'est effectivement cette première révolution, mais derrière les cryptoactifs, aujourd'hui, c'est une population très hétérogène d'actifs, puisque finalement, sur ces blockchains, vous pouvez programmer beaucoup de choses très différentes. Et c'est pour ça qu'on a l'émergence d'actifs dont vous avez entendu parler sous le vocable de stablecoin, de NFT, de jetons utilitaires / utility token, qui effectivement n'ont pas forcément la même proposition de valeur que Bitcoin ou les autres crypto-monnaies. C'est pour ça peut-être qu'on peut on peut dresser le portrait de deux grandes familles de cryptoactifs. Les crypto-monnaies, effectivement, qui sont ces cryptoactifs sans lesquels les réseaux blockchain ne peuvent pas fonctionner, qui vont permettre d'aligner les incitations économiques pour que les participants sécurisent, fassent effectivement fonctionner le réseau blockchain. Ensuite, une blockchain n'égale pas un cryptoactif. Et donc, vous pouvez avoir plein d'autres jetons avec des applications différentes au-dessus qui vont fonctionner et vous proposer beaucoup de services différents. Donc, les cryptoactifs, une population très éclectique d'actifs. Le premier Bitcoin, qui est effectivement une monnaie de pair à pair. L'avantage du Bitcoin, c'est que si vous le souhaitez, vous pouvez l'échanger avec quelqu'un en direct sans passer par un intermédiaire qui voudrait conserver vos actifs, vos bitcoins, ou à qui il faudrait demander d'effectuer la transaction. C'est ça la grande différence et c'est ce qui n'était pas possible avant dans l'univers numérique quand on n'avait pas trouvé la bonne combinaison entre les technologies blockchain, qui sont des technologies sur lesquelles on a commencé à travailler il y a des dizaines d'années, et la véritable innovation de Bitcoin avec les algorithmes de consensus et la création des crypto-monnaies. Donc, vous pouvez échanger des monnaies en vous passant d'intermédiaires, mais en réalité, vous pouvez aussi vous échanger du Bitcoin en passant par des nouveaux intermédiaires. Et on pourra le rappeler un peu plus tard, mais effectivement, tous les intermédiaires ne se valent pas. On l'a vu très, très récemment. Et tous les intermédiaires ne sont pas encadrés de la même façon. Et quelles sont les différences avec d'autres types de cryptoactifs dont tu parlais, les monnaies numériques de banque centrale? Alors, d'une part, les monnaies numériques de banque centrale ne sont pas forcément des cryptoactifs. Par exemple, il y a aujourd'hui des investigations au niveau de la Banque centrale européenne de faire son euro numérique, mais le choix technologique n'a pas été défini. Donc, il n'est pas impossible que finalement, on n'ait pas un euro numérique sur une blockchain, mais qu'on ait un autre support technologique. Donc, d'une part, on n'est pas forcément sur un cryptoactif. Et ensuite, la monnaie numérique de banque centrale, et en particulier l'euro numérique, vont passer par les intermédiaires classiques, les intermédiaires bancaires. Il y a
encore beaucoup de choses à clarifier sur quel sera l'euro numérique, mais une chose est certaine, elle a toujours été, c'est que l'euro numérique passera par les intermédiaires bancaires et donc que quand on aura, et si on a, parce que c'est encore une question, hein, si on a un euro numérique demain en tant que citoyen européen, on le détiendra auprès de notre banque et pas auprès de la Banque centrale ou sur notre propre portefeuille a priori. Donc il y a toujours la chaîne d'intermédiation que l'on connaît, à travers laquelle on pourra s'échanger peut-être de l'euro numérique demain. Donc c'est tout un écosystème qui se développe de monnaie numérique avec des propositions de valeur très différentes et finalement un écosystème d'acteurs aussi très différents qui sont impliqués. Merci beaucoup pour cette première définition. Nelly, si tu nous entends bien, et je t'invite à retirer la sourdine sur ton micro. Parfait. D'après toi, est-ce que tu peux nous donner, toi, en tant que chef d'entreprise, d'une entreprise qui fait partie des bons intermédiaires qu'évoquait Faustine, est-ce que tu peux nous donner la définition ta propre définition des monnaies de pair à pair? Écoute, je pense que Faustine a déjà couvert énormément d'aspérités. Ce qui est important quand on se met sous le prisme de l'Afrique subsaharienne ou des régions un peu similaires qui font face à des challenges similaires aux nôtres, comme l'Asie du Sud-Est ou l'Amérique latine, ce qui est important dans une monnaie de pair à pair, c'est vraiment l'absence de tiers de confiance. C'est cette possibilité de vraiment avoir la propriété sur ce qu'on a comme monnaie, donc voilà, le cash liquide, parce qu'il faut se dire qu'en Afrique, par exemple, nous avons encore 80 à 90% des transactions en cash. Donc, quand on parle de monnaie de pair à pair et quand on parle d'argent liquide aux personnes, elles comprennent, c'est familier, c'est rassurant, surtout dans des systèmes où on a perdu énormément de confiance dans des tiers de confiance type banque, microfinance surtout. Sur les monnaies de banque centrale, Faustine l'a dit, ce n'est pas toujours sur une blockchain, mais même quand c'est sur des blockchains, comme le cas au Nigeria avec le e-Naira, c'est une blockchain privée finalement où il n'y a que la banque centrale nigériane qui peut frapper cette monnaie, qui peut l'émettre, qui peut la distribuer, qui peut la détruire, qui peut bloquer demain peut-être des wallets ou autres. Donc, alors que sur un réseau vraiment décentralisé type Bitcoin ou d'autres crypto-monnaies, évidemment, il n'y a pas cet être suprême qui peut, suivant ses humeurs ou ses décisions ou sa politique, interdire ou confisquer ou saisir. Enfin, voilà, censurer. Super. On a, je pense, bien défriché le sujet en essayant de définir un petit peu quels sont ces objets en eux-mêmes, mais aussi un petit peu en creux, qu'est-ce qu'ils ne sont pas. Je vais me permettre du coup de rebondir sur ton intervention, Nelly, et te redonner la parole en te demandant, dans ton expérience personnelle et dans ton écosystème, dans les écosystèmes que tu traverses entre la France, l'Afrique de l'Ouest et plus particulièrement l'Afrique francophone, quel est l'impact concret des monnaies de pair à pair aujourd'hui? Aujourd'hui, ça sert à quoi? Qui est-ce qui utilise ces monnaies de pair à pair et quels usages ça recouvre? Tu sais, le premier cas d'usage, et d'ailleurs, c'est un des premiers cas d'usage auxquels j'ai pensé en 2015 quand je me familiarise et quand j'entre dans l'écosystème, c'est vraiment les transferts d'argent pour toute cette diaspora africaine qui vit à l'étranger, passer par des institutions que l'on connaît, type MoneyGram, Western Union ou autres, même par des banques. Ça coûte extrêmement cher. Aujourd'hui, ça a baissé, mais nous sommes encore entre 8 et 10%, ce qui est extrêmement cher, surtout quand on parle de populations qui ne gagnent pas forcément des 1000 et des 100. Et quand on met ça au regard d'un transfert d'argent via les monnaies de pair à pair, qui en général arrivent à coûter moins $1 ou quelques centimes d'euros, quelle que soit la somme d'argent transférée, c'est quelque chose que énormément de personnes de la diaspora ont embrassé et qu'on voit croître. Et en fait, on ne parle même pas uniquement des transferts d'argent Occident vers l'Afrique, parce que il y a quelques mois, mon mari a voulu envoyer entre le Cameroun et la République centrafricaine, qui partagent la même monnaie, le franc CFA d'Afrique centrale, il a voulu envoyer 100 €. Eh bien,
en passant par les institutions traditionnelles, il a fallu qu'ils payent 22 € de frais. Donc, nous sommes en 2022. C'est 2 pays qui sont séparés par une rivière. C'est une demi-heure d'avion entre les 2 pays, la même monnaie, la même géographie, la même culture, mais c'est extrêmement cher. Alors qu'en passant par le Bitcoin, le Tezos, avec Tezos, ça aurait coûté un franc CFA, donc quelques centimes d'euros. Donc, ça, c'est la première application. La deuxième application que je vois aussi énormément croître, c'est le paiement des fournisseurs étrangers. Il faut savoir que dans plusieurs pays africains, et c'est très compliqué de s'approvisionner en monnaie forte, en euros, en dollars. Donc, pensez à tous ces commerçants, surtout les petits commerçants, qui doivent payer régulièrement leurs fournisseurs basés à Dubaï, en Turquie, en Chine, pour pouvoir recevoir leurs marchandises en temps et en heure. Donc, aujourd'hui, ils passent beaucoup plus par les stablecoins parce que ça permet de bénéficier finalement de cette instantanéité, de cette accessibilité et aussi de frais moindres pour pouvoir régler cela. Et le dernier exemple que je vais donner, et je le donne à Essian, j'ai énormément d'amis qui vivent au Nigeria, au Ghana. Au Ghana, en octobre, l'inflation est de 40%. Au Nigeria, on a dépassé les 20%. Donc, détenir du Bitcoin qu'on dit volatile, dans ce cas-là, ou des crypto-monnaies dont on dit volatile, finalement, ça ne fait pas peur parce qu'ils font face à des monnaies très faibles qui se déprécient finalement au fil des semaines et en général, quand ils arrivent à convertir tous leurs avoirs en monnaie de pair à pair, ils le font et ils reconvertissent aux besoins de leurs transactions dont ils ont besoin au quotidien pour vivre. Merci beaucoup pour cette mise au point et je tiens encore une fois à remercier à tous les efforts que fait Nelly pour être avec nous aujourd'hui, même à distance, et à saluer le fait qu'on a quand même un panel d'une excellente qualité qui nous permet d'opérer à ce décentrement, puisqu'on a souvent tendance à parler des technologies blockchain, des cryptoactifs d'un point de vue très européano et américano-centré. Et donc de passer à côté de beaucoup d'usages émergents ou même pas forcément si émergents que ça aujourd'hui, des usages qui peuvent apparaître comme de plus en plus banals dans ces écosystèmes. Donc merci beaucoup Nelly de nous faire ce témoignage et ce retour d'expérience. Faustine, est-ce que tu as d'autres usages qui sont déjà très actuels, qui correspondent déjà à une réalité aujourd'hui ? Alors c'est vrai que la situation est différente chez nous concernant la bancarisation des citoyens français et européens. Donc forcément, l'usage en tant que moyen de paiement est encore pas autant développé que dans d'autres pays. Néanmoins, on avait posé la question aux Français dans le cadre de notre étude qu'on a menée, qu'on a révélée en février, dont la Caisse était d'ailleurs partenaire. Alors premièrement, on a déjà quand même 8% de Français qui détiennent des cryptoactifs. Alors cryptoactifs au sens large, qui comprennent les crypto-monnaies, les stablecoins, donc les monnaies numériques, mais donc déjà 8%. Alors, ça reste moins que, a priori, la moyenne européenne. On a une étude de la Banque Centrale Européenne qui estime à 15% des ménages, donc ils ont un scope un peu différent, mais des ménages, les détenteurs de cryptoactifs. Et c'est vrai qu'on est sur une adoption plus élevée, par exemple aux États-Unis, et qu'au sein de l'Union européenne, ça peut être extrêmement hétérogène. Mais néanmoins, quand même déjà 8% de Français. Et quand on les interroge sur pourquoi cette détention? Alors bien sûr, il y a l'aspect recherche de rentabilité, trouver un placement et notamment à long terme, mais également on a près de la moitié des Français qui pensent que demain cohabiteront les monnaies numériques, donc crypto-monnaies, stablecoin, et les monnaies traditionnelles. On en a même 9% qui pensent que les monnaies numériques remplaceront les monnaies traditionnelles demain. Donc, même si aujourd'hui ça ne les concerne pas directement, on a quand même la prise de conscience que ce sont des outils qui vont être amenés à se développer, et d'autant que même si on a une bancarisation quasi parfaite en France, la cherté du recours aussi aux services bancaires pose de plus en plus de problèmes dans un contexte que l'on connaît. Donc, c'est forcément une adoption plus lente, mais avec des impératifs qui sont, une proposition de valeur qui est déjà très, très bien comprise. Ensuite, si on prend le sujet des stablecoins, alors les stablecoins, je rappelle rapidement, Nelly disait, on dit que les cryptoactifs sont volatiles. Les stablecoins, ce sont des cryptoactifs qui ne sont pas du tout volatiles,
puisqu'ils vont à tout moment avoir une valeur stable et représenter une unité monétaire. Très très souvent le dollar, 99% des stablecoins sont du dollar, mais ça peut être aussi de l'euro et d'autres devises. Et les stablecoins sont aujourd'hui la porte d'entrée vers des nouveaux systèmes, nouveaux systèmes financiers, des nouveaux services financiers qu'on appelle la finance décentralisée, qui sont en fait des services financiers que l'on connaît tous très bien, hein, le prêt, l'assurance, même l'échange, etc. La différence, c'est qu'ils ne sont pas rendus par les intermédiaires que l'on connaît, mais, et c'est pour ça qu'on appelle ça finance décentralisée, par le protocole lui-même, par des smart contracts qui sont, donc comme le disait Jacques-André, ces programmes autonomes qui exécutent des opérations quand les conditions précodées sont remplies, qui vont donc rendre ces services par ces smart contracts. Et finalement, c'est tout le monde qui peut être à la fois fournisseur du service et bénéficiaire de ces services. Et donc, les stablecoins, c'est une des briques fondamentales de la finance décentralisée pour pouvoir accéder à du prêt où c'est vous qui pouvez être prêteur mais emprunteur, assurance, vous pouvez assurer un risque ou faire assurer votre risque, etc. Donc, ce sont finalement une nouvelle porte vers des services où on peut, selon les pays, mais même en France, avoir de plus ou moins de mal à aujourd'hui en bénéficier, et c'est une façon peut-être plus simple d'accéder à ces nouveaux services avec une proposition de valeur sur le coût et sur la rapidité très intéressante. Bon, c'est une excellente transition vers la question que je comptais poser ensuite sur quel est l'avenir de ces usages. On vient de parler de quelle réalité ça peut recouvrir aujourd'hui. Mais demain, ça ressemble à quoi les monnaies de pair à pair? Et pourquoi est-ce que c'est une source d'espoir pour beaucoup? Je vais te donner la parole, Nelly. Je pense que, vu que Faustine a déjà évoqué quelques pistes, je vais te donner la parole, Nelly. Et notamment, pourquoi est-ce que ça peut être aussi une source d'espoir en matière d'impact, puisque c'est quand même le sujet qui nous rassemble aujourd'hui autour du développement durable. C'est quoi donc l'avenir? De quoi est-ce qu'on rêve dans ta communauté quand on parle de monnaie digitale de pair à pair? Oui, et Faustine l'a évoqué, elle a évoqué quand même l'aspect rentabilité, parce que j'ai évoqué beaucoup l'aspect réserve de valeur quand je parlais des zones où il y avait une inflation grandissante. Pour ceux qui sont dans la salle, vous ne vous en souvenez sûrement pas, mais en 1994, il y a eu une dévaluation du franc CFA, qui est la monnaie partagée par 14 pays d'Afrique francophone. Et cela a créé un traumatisme qui reste jusqu'aujourd'hui dans les mémoires. Et en fait, jusqu'à il y a quelques années, quand je me posais la question, mais comment mes parents qui ont été impactés de plein fouet auraient pu s'en prémunir, ou ma communauté, et comment aujourd'hui, si quelque chose comme cela arrivait, comment on pourrait s'en prémunir, du moins un tout petit peu. Il n'y a pas énormément d'alternatives. Déjà que moins de 10% de la population est bancarisée, ne parlons même pas d'investissement alternatif. Donc, une monnaie de pair à pair, dans l'aspect où historiquement, on a vu que le Bitcoin, Ethereum et d'autres crypto-monnaies s'apprécient en valeur au fil du temps. Ça permet à beaucoup de se dire c'est une alternative viable, une alternative d'investissement, vu que je n'ai pas d'autres types d'investissement. On est allé un peu plus loin. Récemment, en fait, on a mené un pilote où nous sommes allés sur les marchés traditionnels, financiers traditionnels, les obligations d'État, et on les a tokenisées, c'est un bien grand mot. Donc, c'est représenté numériquement l'obligation d'État sur une blockchain, de telle façon qu'on puisse bénéficier de ce livre finalement infalsifiable, transparent, mais aussi de la possibilité de transférer de pair à pair en toute sécurité. Et tout d'un coup, le fait de faire cela et de fractionner aussi la valeur, on est parti sur un actif où il fallait préacheter par dizaines de milliers d'euros, donc réservé aux élites, réservé aux institutions, à le fractionnant en 1,50 €. Donc aujourd'hui, ouvert à tout le monde, même au secteur informel, aux mamans qui vendent des tomates au marché, aux jeunes qui font de la mototaxi. Aujourd'hui, ils parlent tous marché financier local. Donc demain, ça ressemble à ça. Demain, on imagine un monde où quelqu'un qui habite à Douala ou à Dakar pourrait posséder un petit bout d'immobilier, peut-être à Paris, parce que cet immobilier, ce terrain ou cet appartement aura été représenté
aussi sur la blockchain, on parle de tokenisation, et vendus par petits bouts. Et peut-être détenir aussi un petit bout d'or, parce qu'aujourd'hui, pour tout l'or que nous produisons sur le continent, il y a finalement très peu d'Africains qui en possèdent. Donc, s'appuyer sur ces technologies-là pourrait permettre cela. Et je vais évoquer une dernière aspérité qui me tient à cœur, c'est cette notion de propriété. On a encore énormément de zones en Afrique ou de cultures dans lesquelles les femmes ne peuvent pas hériter. Donc, je suis une femme, si mon père décède ou mon mari, je ne peux pas hériter. Et du coup, cela pose aussi un problème à ces femmes-là. Quand elles vont demain essayer d'emprunter de l'argent pour faire croître leur business ou autre, elles n'ont jamais de collatéral. Donc, qu'est-ce qu'elles font aujourd'hui? Elles ont commencé à acheter quelques cryptos et on fait des partenariats avec quelques microfinances assez ouvertes d'esprit pour se dire pourquoi ne pas se servir de ça comme collatéral pour donner des prêts à ces femmes-là. Et pour ces femmes-là, c'est la première fois qu'elles possèdent quelque chose, mais vraiment posséder, où son mari, son frère, son père ne peut pas confisquer, personne ne peut censurer, personne n'a même le droit de savoir qu'elle possède cet actif-là et qui a de la valeur. Donc, aujourd'hui, c'est vraiment synonyme de liberté, avec une grande confiance, de propriété. Et finalement, c'est un beau rêve et on y croit et on voit. On n'a pas vraiment les chiffres exacts sur l'adoption. Au Nigeria, on parle de 40% de personnes qui ont adopté la crypto. En Afrique francophone, il n'y a pas de statistiques de la même manière parce que le secteur est encore moins structuré qu'en zone anglophone. Mais je suis sûre qu'on frôle aussi à minima les 8-10% de la France, sinon plus. Bon, c'était vraiment super. Merci beaucoup, Nelly. Je vais te redonner la parole, mais avant ça, nous avons encore 5 minutes de discussion, donc probablement une question pour Nelly et une question pour Faustine, mais je vous invite déjà dans l'audience présente ici ou en ligne à préparer des questions, puisqu'on va quand même vous donner la parole pendant quelques minutes après ces deux dernières questions. Donc voilà, faites chauffer vos méninges et proposez-nous vraiment les questions qui vous intéressent le plus. Donc après les deux questions suivantes, je vois déjà un vent d'excitation qui court dans la salle. Nelly, je trouve que c'est effectivement une vision qui est très très encourageante que tu partages avec nous. Et laisse-moi rebondir là-dessus, puisque tu dis que ces monnaies de pair à pair sont potentiellement une source de liberté, d'indépendance, voire même de souveraineté au niveau individuel. En quoi est-ce que ces monnaies qui, à bien des égards, ont fait peur et font toujours peur aux États souverains, peut, d'après toi, aussi devenir une source de souveraineté, pas que au niveau individuel, mais aussi au niveau national, dans les pays dans lesquels tu interviens? Écoute, je pense que tout un chacun, autant que nous sommes sans ignorer que le monde est en train de se polariser. Nous vivons une époque où des temps assez compliqué. Et en fait, le Bitcoin et les crypto-monnaies fournissent pour moi une plateforme neutre. C'est comme une zone démilitarisée, adaptée au commerce, à la communication internationale, similaire finalement au rôle que l'or a joué dans le passé et que le droit de mer joue aujourd'hui. Donc, avoir une monnaie apolitique, neutre, où personne ne peut nous couper du système parce qu'on n'a pas voté en ligne avec la personne ou alors on ne supporte pas telle ou telle idée, c'est finalement, surtout pour des États qui n'ont pas la puissance des autres, assez rassurant. Et je pense que c'est la condition même pour pouvoir poursuivre finalement ce qu'Internet, avec la diffusion et la démocratisation de l'information, a commencé. Ensuite, il y a un niveau de souveraineté sociale qui joue pas qu'au niveau de l'État, même au niveau, enfin, pas qu'au niveau individuel, mais au niveau des États aussi. Quand on peut censurer l'homme le plus puissant du monde, comme le président Trump, de Twitter, ça veut dire que tout le monde peut subir la même sanction. Aujourd'hui, il y a des centaines de millions d'Africains qui utilisent Facebook, pas seulement pour se connecter, pour faire leur petit commerce, pour en vivre en fait, pour vendre leurs marchandises, qui utilisent WhatsApp. Qu'est-ce qui se passerait si demain ces grandes compagnies tech décidaient de couper tout un continent, tout un pays entier de l'accès à ces services? Donc, imaginez finalement des services s'appuyant sur ces technologies-là, des services décentralisés où personne ne peut nous déplatformer, c'est
plutôt, pour moi, c'est vraiment un enjeu de souveraineté, pas qu'individuel, mais au niveau étatique. Donc, on devrait vraiment se saisir avant que ça arrive et qu'on se dise, on avait su, on aurait dû. Eh ben, super, merci beaucoup Nelly d'avoir fait cet immense travail, comme l'aurait dit la philosophe américaine Bell Hooks, d'avoir ramené un petit peu la marge au centre et de nous avoir montré à quel point un autre point de vue sur les technologies blockchain et sur les monnaies de pair à pair permet d'en comprendre d'autres propositions de valeur et d'autres intérêts. Faustine, une dernière question pour toi, et attention, elle est un petit peu, elle croque sous la dent, celle-ci. La Banque de France et la Banque Centrale Européenne, comme tu l'as dit, en réponse à la première question, elles avancent sur des projets de monnaie numérique de banque centrale, et le chaos qui a été généré par FTX a vraiment ressuscité beaucoup d'appels à la réglementation, à la régulation, avec parfois beaucoup de virulence. C'est quoi les leçons qu'on peut en tirer par rapport aux monnaies digitales de pair à pair, que ce soit d'ailleurs en Europe ou ailleurs, même si je t'invite quand même à... je sais qu'en tant que présidente de la DAN, tu es aussi la porte-parole de tout un écosystème. Et comment est-ce que, quelle est la poussée, l'élan réglementaire qui peut permettre d'aider cet écosystème à vraiment porter toutes les promesses qu'on lui a prêtées aujourd'hui? Alors, ça permet de refaire un point d'étape sur l'état de la réglementation des marchés de cryptoactifs, puisque c'est une situation très hétérogène. En France, on a une réglementation depuis plus de 3 ans, un encadrement des acteurs de marché de cryptoactifs, et la France a été précurseur en la matière, et a même inspiré en fait le régime européen qu'on est en train de mettre en place. Donc, en matière de réglementation, en Europe, on n'a pas traîné, on n'a pas été paresseux. La Commission européenne a travaillé dès 2019 à cet encadrement qui va ressembler beaucoup à ce qui existe pour les marchés financiers traditionnels, des réglementations comme MIF2, MAR, monnaie électronique concernant les stablecoins, ont inspiré MiCA, la réglementation des marchés de cryptoactifs, qui va entrer en vigueur en début d'année prochaine pour une entrée en application d'ici 18 mois après. Donc, on n'a pas traîné et en plus, on s'aligne sur les standards des marchés financiers alors que les marchés financiers se sont développés et la réglementation a été plus progressive. Là, on va appliquer aux marchés de cryptoactifs qui ont à peine 15 ans des réglementations qui ont mis près d'une trentaine d'années à être faites pour les marchés financiers. Donc, si réglementation il y a besoin, c'est pas en Europe. Par contre, effectivement, il y a d'autres zones géographiques où on n'est pas aussi vertueux. Le problème étant que tant qu'il y a cette fragmentation réglementaire, on n'empêchera pas des acteurs moins vertueux de se développer, ni de s'adresser au public français et européen, ce qui est déjà le cas aujourd'hui. On a une réglementation française qui n'est pas respectée par tous et les acteurs qui ne la respectent pas ne sont pas sanctionnés. Donc on entretient cette concurrence déloyale qui est extrêmement frustrante pour les entreprises françaises, mais pas que, puisque parmi les acteurs qui sont en conformité avec la réglementation française, il n'y a pas que des acteurs français, il y a une majorité, mais il y a aussi des acteurs étrangers qui sont en conformité. Donc, l'excuse qu'on ne connaît pas la réglementation française ou que les acteurs étrangers ne doivent pas ne marche pas. Donc, l'effort réglementaire, il doit être porté au niveau international. C'est un combat pour l'harmonisation de la réglementation pour éviter qu'il y ait de telles brèches qui persistent. Ensuite, ça, c'est pour les marchés centralisés, donc les intermédiaires, puisque l'affaire FTX, c'est l'affaire d'un intermédiaire qui a fait une fraude. Alors, c'est même pas du ressort de la réglementation marché de cryptoactifs, mais on est bien sur le défaut d'un intermédiaire. Ce qu'on doit faire demain, puisque pour la réglementation MiCA, on a adopté ça dans l'année, donc tout ça se met en place tranquillement. C'est sur les marchés de la finance décentralisée où le travail reste encore à faire au niveau européen et où l'Europe doit réfléchir à quel doit être cet encadrement puisqu'il y en aura un. L'une des leçons que l'on peut tirer de l'affaire FTX, c'est qu'il faut absolument préserver la possibilité pour les utilisateurs de cryptoactifs
de pouvoir détenir directement et échanger directement depuis son propre portefeuille qui n'est pas détenu par un intermédiaire, directement ses cryptoactifs. Et donc, si on est en train de réfléchir à la réglementation de la finance décentralisée, de la DeFi, il faut que celle-ci ne soit pas trop restrictive pour qu'on puisse conserver cette possibilité. Et c'est vrai que les débats sur la DeFi sont extrêmement difficiles parce qu'il y a encore un besoin de faire comprendre quelle est l'utilité d'avoir son propre portefeuille, de pouvoir échanger directement de pair à pair, puisqu'effectivement, ça fait un peu peur et ça fait tellement peur qu'effectivement, les banques centrales s'intéressent aujourd'hui à comment elles peuvent émettre leur propre monnaie numérique, puisque l'émergence des cryptoactifs, puisque l'émergence des stablecoins. Donc, les leçons à tirer, cette affaire, ce n'est pas une remise en cause des technologies blockchain et des cryptoactifs, c'est la fraude d'un intermédiaire défaillant qui bénéficiait de brèches puisqu'on a une fragmentation réglementaire qui est délétère à notre propre industrie aujourd'hui, qui est la plus vertueuse et la plus crédible, et qu'à côté, on n'encourage pas. Peu de gens connaissent la réglementation française, peu de gens connaissent la liste blanche des PSAN, des prestataires de services sur actifs numériques qui sont enregistrés, donc qui sont plus crédibles. Et ça, c'est une faute de ne pas les promouvoir. Merci beaucoup, Faustine, pour la réponse à cette dernière question que j'ai pu t'adresser, puisque là, on va maintenant ouvrir les questions donc, à l'audience. On a 10 minutes, je crois, c'est ça, de questions-réponses. Je propose qu'on prenne peut-être une petite série de questions. On fait une vague de réponses pour les 5 premières minutes et on en reprend des dernières si ça suit. Je vois qu'on me dit non de la tête. C'est une mauvaise proposition. Elle ne remporte pas le consensus. En tout cas, on va prendre les premières questions dans la salle. Alors, Nadia Filali, on va faire venir un micro jusqu'à elle afin que tout le monde puisse entendre. Merci Leïla. Alors moi, j'ai une question peut-être pour Nelly d'abord et puis aussi pour Faustine, hein, si tu veux répondre, qui est une question en rebond à un échange qu'il y a eu lors de la conférence organisée par la Banque centrale européenne et la Commission européenne le 7 novembre dernier, sur le fait que le BCE et la Commission ont indiqué que s'il y avait un euro digital, il ne serait utilisable qu'en Europe. Parce que s'il devait être utilisé par d'autres pays dans des continents où, Nelly, vous l'avez très très bien exprimé, on peut avoir des problèmes de coûts de transfert de fonds, mais on a aussi parfois une interdiction de transférer des devises, hein, pour être très clair. Ça pourrait poser un problème sur le modèle et l'économie réelle en fait de ces pays-là. Donc ma question est double, c'est qu'est-ce que vous en pensez pour l'euro digital et est-ce que vous pensez que l'usage que vous avez commencé à aborder des stablecoins, voire de monnaie digitale nationale, ou régionale en Afrique, aurait aussi ce type d'impact, un impact négatif sur l'économie locale et sur la stabilité monétaire locale. Merci. Merci pour la question. C'est une très belle question et c'est marrant quand on parle d'économie réelle, on se place toujours à des niveaux très différents. Je vois bien un gouverneur de banque centrale, ça va affecter la politique monétaire évidemment. Moi, mon économie réelle, ce sont ces petits commerçants qui doivent vivre, qui doivent faire vivre leur famille, qui doivent vendre finalement des produits dont la population locale a besoin. C'est ça mon économie réelle et ils ont besoin pour cela de s'approvisionner. Comment on fait? Aujourd'hui, ils subissent une asphyxie. Vous avez raison, il y a des politiques de change très dures. Malgré ça, avant les stablecoins, ils trouvaient des moyens avec le marché noir de s'en sortir. Donc, on ne peut pas restreindre la liberté des gens. On ne les pousse qu'à trouver des solutions alternatives qui finalement ont des impacts encore plus néfastes que ceux dont ce qu'on subodorait. Donc oui, peut-être l'euro numérique standard pourra être, vu qu'il peut être programmé, pourra être restreint, mais les stablecoins euro, dollars, pour le moment, ne le sont pas. Moi, je crois fortement au fait que c'est du même degré de discussion que cette peur de la mondialisation dont plusieurs personnes redoutent. Moi, je dis, Internet a fait un début, ouvrons encore plus. Je ne sais pas pourquoi aujourd'hui, un jeune qui se situe dans un village au nord du Cameroun peut mettre en ligne des produits ou des services et les vendre à quelqu'un d'autre qui se trouve en Australie, au Kazakhstan, mais ne peut pas se faire payer. Donc, le jour où on me répondra à cette question-là,
et sans me dire que l'économie réelle sera impactée si jamais on se base sur l'euro numérique, le dollar numérique, là commencera un vrai débat qui parle de l'impact sur les personnes, sur des individus, et pas qu'au niveau macro où on ne sait pas de qui on parle. Merci. Très clair. Est-ce qu'on a une autre question? Oui, je vois une question à ma gauche. Jacques-André, je ne sais pas si on peut prendre aussi des questions, si on a des questions en ligne, si quelqu'un a un œil là-dessus. D'accord, très bien. On vous écoute. Bonsoir, merci beaucoup. Alors, je suis plutôt néophyte sur le sujet, donc pardonnez déjà d'avance la question. Vous êtes le bienvenu. Sur les stablecoins, vous avez mentionné qu'elles étaient à 99% indexées sur le dollar. Est-ce qu'on peut imaginer des stablecoins qui ne seraient pas indexées sur une devise et qui, du coup, apporteraient une déconnexion totale des marchés financiers? Alors, il y a plusieurs modes de fonctionnement des stablecoins. Effectivement, l'un des plus connus et on va dire utilisés, ça va être pour l'émetteur d'un stablecoin d'avoir la réserve en face de devises en 1 pour 1. Donc, j'ai mis 1 million de stablecoins dollars, j'ai 1 million de dollars dans un compte. Ça, c'est une façon de faire. Il y a aussi la façon, plutôt que d'avoir en collatéral de la devise, c'est d'avoir des crypto-monnaies. Donc, en général, on surcollatéralise pour compenser la volatilité. Donc, j'ai 1 million de stablecoin dollars, j'ai 1,5 million d'Ether ou de Bitcoin, par exemple, on peut imaginer. Et ensuite, vous avez même des stablecoins où ça fonctionne sans collatéral et où ça va être les smart contracts qui vont gérer l'offre et la demande pour maintenir la parité à tout moment entre le stablecoin et la devise. Donc, il y a plusieurs modes de fonctionnement. C'est pour ça que, d'ailleurs, les encadrer de la même façon, c'est relativement compliqué entre les stablecoins où derrière, il y a une réserve et où derrière, il n'y a pas... Enfin, c'est de la non-collatéralisation, c'est la gestion automatisée. Ensuite, si la question, c'était est-ce qu'il pourrait y avoir autre chose que des stablecoins dollars et donc des stablecoins euros. Alors oui, il y a des stablecoins euros, mais très peu. On a des projets français comme Angle, comme Loog, qui sont des stablecoins euros. Ensuite, il y a eu jusqu'à maintenant de l'incertitude réglementaire sur comment on qualifie ces stablecoins, d'où le fait que beaucoup de projets ne sont peut-être pas lancés aussi librement qu'ils l'auraient voulu. Et aujourd'hui, demain, la réglementation européenne des stablecoins va être extrêmement stricte pour des nouveaux entrants. Donc, on n'est pas très confiant sur le développement des stablecoins euros par les Européens. Et d'ailleurs, puisque on l'encourage pas forcément en Europe, on a des gros émetteurs américains qui aujourd'hui émettent des stablecoins euros. Donc, le premier émetteur de stablecoin dollar, qui est Ether, a commencé à émettre un stablecoin euro il y a un peu plus d'1 an. Et le deuxième émetteur de stablecoin dollar, qui s'appelle Circle, l'a annoncé juste avant l'été. Donc, il y a une véritable problématique, puisque si nos entreprises ne le font pas en Europe, eh ben, on voit que le créneau il est pris par des entreprises étrangères, ce qui pose un gros souci en matière de souveraineté, évidemment. Et en attendant de trouver la question suivante, juste en complément sur les stablecoins algorithmiques, donc ces stablecoins qui sont fixés par des règles automatiques, c'est aujourd'hui des solutions qui ont assez mauvaise presse, puisqu'elles ont eu toute tendance à dégringoler de manière parfois assez spectaculaire, notamment le crash de l'écosystème Luna Terra, qui était donc un stablecoin semi-algorithmique fondé en Corée du Sud. Pour l'instant, on n'a pas encore trouvé de modèle qui fasse penser que ces stablecoins pouvaient vraiment tenir, être aussi résilients que les 2 autres modèles qui ont été évoqués avant. Peut-être une question pour vous, Jacques. D'abord, je voudrais vous remercier pour la clarté de votre exposé et de vous demander quel est le rôle dans le 4e cas d'usage que vous évoquiez, l'identité décentralisée. Quel était le rôle précis de la blockchain dans ce cas d'usage? Alors, l'identité décentralisée repose sur ce qu'on appelle un triangle de confiance
où c'est une relation tripartite entre un émetteur d'attestation qui va signer des attestations et les enregistrer dans une blockchain publique, un holder, une personne qui détient ces attestations, vous, moi, n'importe qui, et une troisième entité, un vérificateur, qui va s'occuper de vérifier dans cette blockchain publique si l'attestation qu'on lui présente correspond bien à une attestation vérifiée et enregistrée dans cette blockchain. Donc, la manière dont ça interagit avec une blockchain publique, c'est qu'il y a des interactions de la part des 3 intervenants du triangle de confiance sur l'identité décentralisée. J'espère que je ne me suis pas trompé, parce qu'il y a des spécialistes de l'identité décentralisée dans la salle, et j'espère avoir répondu à votre question. Jacques-André, est-ce qu'on a le temps pour une dernière question, ou je pense qu'on est pas mal là au niveau timing? Dis-moi. On est pas mal au niveau timing. Y a-t-il une autre question? Y a-t-il une question qui brûle les lèvres de quelqu'un dans le public ou en ligne? Les lèvres digitales, oui. Bah, les oui. crypto-lèvres de quelqu'un? Bonsoir. Une question pour Nelly aussi. Du coup, est-ce que vous pensez à émettre un stablecoin CFA, pardon? Très, très bonne question, d'autant plus pertinente que quand on parle des 14 pays de la zone francophone, on a deux CFA. On a un CFA pour l'Afrique centrale, XAF, et un CFA pour l'Afrique de l'Ouest, XOF, et les deux sont arrimés à l'euro. Voilà. Mais sauf que les deux ne sont pas interchangeables. Pour que je puisse changer mon CFA du Cameroun vers le CFA de la Côte d'Ivoire, il faut que je repasse par l'euro. Ce qui est complètement… voilà. Donc, oui, évidemment, c'est quelque chose auquel on pense. Je commence à peine à évoquer l'idée avec les banquiers centraux locaux. Je ne suis pas sûre qu'ils sont prêts, mais je me dis il faut commencer à leur en parler parce que finalement, ces problématiques qu'on a au niveau individuel, on se rend bien compte, même qu'au niveau, un cran supérieur au niveau de banques, on parle d'interopérabilité même des 2 banques centrales, que voilà, c'est des choses qui commencent à ouvrir leur chakra. On parle même d'ici 3 ans d'un projet de CFA numérique, une monnaie digitale de banque centrale. Et tous les exemples qu'on a eus, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, on a vu des sociétés privées faire des stablecoins avant que finalement les banques centrales prennent à bras le corps leur propre initiative, quoi. Donc oui, on y pense très fortement. On a commencé les discussions. J'espère que ça verra le jour. Bon, bah, super, je pense qu'on ne peut pas s'arrêter sur une meilleure note que cette annonce en avant-première. Presque aussi surprenant le fait que des banquiers centraux ouvrent leur chakra. Mais merci beaucoup Nelly, merci beaucoup Faustine d'avoir ouvert les nôtres sur ces questions de monnaie digitale de pair à pair. Je vais laisser la parole à Jacques-André pour pouvoir introduire le second panel. Merci à tous les 3. Merci. Merci infiniment à tous les 3 pour vos témoignages, pour ces apports sur ce sujet qui décentre un petit peu le débat. Et j'ai le plaisir maintenant d'appeler Fatih Balieli, Guillaume Letty, ainsi que Louis Bertucci. On va passer à cette deuxième table ronde climat. Messieurs, je vous invite à venir sur scène, derrière le pupitre. Comme vous voulez. Là, de toute façon. Donc, bonsoir à tous. Je suis très heureux d'être parmi vous pour introduire et animer la deuxième table ronde de cette soirée. Donc voilà, donc cette fois-ci, on va parler de climat et d'environnement. Ok, donc le lien entre le climat, l'environnement et la blockchain est souvent extrêmement tendu et les discussions sont souvent très orientées, je dirais. Il y en a qui pensent que c'est une abomination, il y en a d'autres qui pensent que c'est la solution la plus forte. Donc,
je voudrais tout de suite écarter les problématiques liées à la consommation énergétique de Bitcoin, qui est un sujet en soi, qui est un sujet extrêmement important en soi. On pourra peut-être y revenir si éventuellement vous avez des questions par la suite à la fin de notre discussion. Mais je voudrais qu'on se concentre sur un autre aspect, en fait, qui est l'utilisation même de la blockchain pour adresser les problématiques de climat, de carbone et d'environnement. Donc, on va voir avec nos invités ces questions-là. Avant de les introduire, je voudrais juste parler, et après je vais leur laisser la parole brièvement du Crypto Climate Accord, qui est un des exemples d'initiative qui est en l'occurrence soutenu par EDF et Exaion, il me semble, qui est un des initiatives internationales d'entreprises qui se mettent d'accord pour essayer de pousser vers une utilisation net zéro émission de la blockchain et aussi de pousser vers des projets à impact. Donc, sur cette petite introduction, je suis très ravi d'avoir à la table Guillaume Letty de Carbonable et Fatih Balieli de Exaion. Et on va peut-être commencer par une question pour Fatih, s'il veut bien, de peut-être présenter le projet Exaion brièvement en 3 minutes. On aura l'occasion de revenir sur des projets plus concrets. Et aussi, donc, je crois savoir que vous soutenez des projets comme le Crypto Climate Accord. Qu'est-ce que ça signifie pour vous de leur apporter ce soutien? Très bien. Donc, effectivement, je m'appelle Fatih Balieli, je suis le CEO et cofondateur d'Exaion. Exaion est une filiale du groupe EDF aujourd'hui, qu'on a créée en janvier 2020. C'est une filiale, c'est la filiale Web3 du groupe EDF, donc c'est plus large que la blockchain. Donc aujourd'hui, on a développé principalement 3 produits. Exaion Studio autour du métavers et du cloud 3D, Exaion Node autour de la blockchain et Exaion Compute autour du edge computing. Et ces 3 services-là, on essaye de les vendre avec des choses qui nous caractérisent chez EDF, héritées de l'ADN du groupe, c'est-à-dire de manière souveraine, décarbonée et puis décentralisée. Voilà très rapidement sur Exaion. Et effectivement, nous, après on pourra peut-être y revenir plus tard dans le détail du Crypto Climate Accord, mais c'est un accord qui est inspiré de l'accord de Paris, reconnu par l'ONU. Et quand l'Energy Web Foundation et l'AIR nous ont parlé de ce projet, on a tout de suite adhéré. C'est vraiment le calque de l'accord de Paris pour les cryptoactifs. Il y a 3 objectifs dans ce Crypto Climate Accord. Premier, c'est que le mix énergétique qui alimente les cryptoactifs provienne à 100% des renouvelables en 2025. Mettre en place des normes pour pouvoir suivre et traquer justement l'impact carbone de cette industrie. Et troisièmement, d'être net zéro d'ici 2040. Ce sont les 3 objectifs. Ce sont des objectifs sur lesquels nous, on essaie d'être très précurseurs chez EDF et notamment chez Exaion parce qu'on a déjà atteint ces 3 objectifs, nous, dès 2022 chez Exaion. Maintenant, ce qu'on aimerait, c'est pouvoir être un exemple pour le reste de l'industrie. De la blockchain, mais pas que, de la data en général, parce qu'il n'y a pas que la blockchain qui consomme. Le cloud, le big data, l'IA, tout ça, c'est consommateur d'électricité, parce que des actifs IT derrière doivent tourner, être refroidis pour pouvoir vous rendre des services. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, Fatih. La question suivante pour Guillaume, donc c'est une fois qu'on a... Donc, il y a cette question de la consommation, comme je disais, il y a des projets qui sont en cours pour essayer d'aller vers des blockchains qui tournent de façon verte, on va dire. Une fois qu'on a ça, qu'est-ce qu'on peut faire avec une blockchain? Et peut-être tu peux nous présenter ton projet Carbonable en quelques minutes. Avec grand plaisir, merci beaucoup. Un thème passionnant, blockchain et climat, environnement. Donc, on peut voir ces 2 termes comme étant des termes antinomiques. Enfin, comme tu l'as mentionné, il y a pas mal de personnes qui le voient comme ça. Nous, chez Carbonable, on est en fait convaincus du contraire, que la blockchain ou les technologies blockchain ont le pouvoir et le devoir finalement d'œuvrer positivement dans la lutte contre le réchauffement climatique.
En tant que nouvelle technologie, les blockchains, elles ouvrent un certain nombre d'opportunités. Elles résout des problèmes qui, jusqu'alors, on a du mal avec les technologies existantes à y répondre. Et elle offre des cas d'usage super intéressants, à la fois côté entreprise et à la fois côté individu. Donc, qu'est-ce que Carbonable ? Carbonable, on est une plateforme qui permet de faciliter les investissements dans des projets de puits carbone. Donc, c'est des projets de séquestration. On va revenir sur ce que c'est juste après, de séquestration carbone. Et elle permet aussi de faciliter la gestion des actifs qui en émanent. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un projet de séquestration carbone ? Alors nous, on finance des projets de séquestration carbone basés sur la nature. Donc, c'est, on va dire, des portions de nature qui absorbent le carbone. De manière générale, la nature est la technologie la plus éprouvée à ce sujet-là pour absorber le carbone. Qu'est-ce qui se passe quand on lit les chiffres, donc typiquement le World Institute Resource, la nature en tant que telle représente jusqu'à 23% des solutions dans la lutte contre le réchauffement climatique. Et aujourd'hui, pourtant, elle ne reçoit que 3% de ces fonds-là. Donc on voit un gros souci et j'itérerai après pourquoi Carbonable y répond. Mais de manière générale, voilà, le rapport du GIEC met en avant le fait qu'il faut démultiplier les solutions qui absorbent le carbone et la nature étant justement une de ces solutions-là. Donc maintenant, une fois qu'on a répondu à ça, c'est Carbonable, qu'est-ce qu'on résout dans ce milieu des projets de puits de carbone ? Eh bien, finalement, 3 points fondamentaux. Le premier, c'est la liquidité. Donc comme je vous disais, 3% du financement versus 23% de la solution. Et bien ce gap-là, nous, on essaie de le résoudre en ouvrant cette opportunité d'investissement, cette possibilité de contribuer à ces projets-là, en l'ouvrant à tous, aussi bien des individus que des petites et des moyennes entreprises. Le deuxième point, c'est la transparence et la traçabilité. Parce que, comme vous le savez, souvent, ce genre de projets sont associés à crédit carbone, sont associés à greenwashing. C'est les premiers termes qui viennent en tête quand on parle de ça, et à tort. Et donc nous, notre objectif, c'est de justement résoudre les soucis associés à ce greenwashing-là grâce à l'utilisation de la blockchain. Et puis le dernier point, c'est d'offrir à n'importe quelle entreprise, donc des petites, des moyennes et des très grandes, le meilleur outil pour piloter en fait sa stratégie d'exécution de la contribution à la neutralité carbone. Donc de l'identification des projets dans lesquels investir, jusqu'à la gestion des actifs une fois qu'on a investi, en passant par la communication. Ok, merci beaucoup Guillaume, c'est très clair. J'ai quelques questions, mais après je vous laisse si l'un ou l'autre veut renchérir sur ce qui vient d'être énoncé. Mais donc avec cet exemple que le projet de Guillaume, en fait, on voit bien une des applications de la blockchain possible, pour pouvoir aider à avoir un vrai impact sur l'environnement en termes de carbone. Peut-être Fatih, tu veux nous parler d'un projet concret d'Exaion qui va dans ce sens, ou comme par exemple, vous avez participé au financement de la tokenisation d'obligations vertes, et dans quelle dimension ce type de projet participe aussi à la transition climatique? En effet. Alors nous, chez Exaion, on essaie de participer à la protection de l'environnement à tous les niveaux, de bout en bout. C'est-à-dire depuis la gestion de nos infrastructures jusqu'aux services qu'on propose à nos clients, et en filtrant également les services ou les domaines d'application qui nous sont proposés. C'est-à-dire qu'on n'accepte pas toutes les sollicitations qu'on reçoit aujourd'hui. Mais c'est vrai que quand BNP Paribas et EDF ENR viennent nous voir pour nous demander de les aider à tokeniser des actifs renouvelables, là, c'est vrai que c'est des projets qui nous tiennent à cœur, et on y participe et on met notre infrastructure à la disposition de ces projets-là. Donc on sélectionne pas mal de projets comme ça qui sont très vertueux. Et puis surtout, c'est la façon aussi dont on rend nos services à nous qui permettent de dynamiser et de décarboner plein d'applicatifs dans la blockchain. Je m'explique. C'est-à-dire que nous, chez Exaion, on a pensé à la décarbonation depuis le début. D'ailleurs, l'idée même de la création d'entreprise est née du fait de donner une seconde vie à des actifs IT déclassés du groupe EDF. C'est-à-dire qu'il y avait des supercalculateurs qui étaient utilisés par le renouvelable et le nucléaire, qui partaient à la benne, qui étaient encore remplis de cartes graphiques, de CPU, de cartes mémoire, etc., qui avaient encore une forte valeur intrinsèque, qu'on a récupéré, qu'on a redesigné, qu'on a réarchitecturé
pour justement cette industrie du Web3. En faisant ça, on a évité 60% de l'impact carbone qui est lié à l'achat de matériel neuf. Dans ce matériel, dans ces supercalculateurs qu'on a aujourd'hui, qui est classé en top 500 mondial, il y a juste les cartes graphiques qu'on a dû changer pour avoir les dernières cartes graphiques en partenariat avec NVIDIA, pour répondre aux besoins de la blockchain, du métavers, de l'IA, du compute. C'est ça qui est périmé le plus vite. Mais 95% des supercalculateurs qu'on a récupérés sont aujourd'hui en place, designés, architecturés différemment, mais les actifs sont là. Ensuite, on bénéficie aussi de quelque chose qui est le mix énergétique français. Le mix énergétique français, il faut savoir qu'à 97%, il est décarboné. Ça, c'est grâce au nucléaire d'EDF, à l'hydraulique et au renouvelable. Alors, à savoir qu'Exaion aujourd'hui est présent sur 2 continents. On a Exaion en France, avec nos data centers en Normandie, ceux du groupe EDF, et puis Exaion Inc. au Canada, qui est au Québec, et qui est alimenté, lui, à 100% par de l'énergie hydraulique. Donc, dans les 2 cas, c'est de l'énergie complètement décarbonée. Ou à 97% décarbonée dans le mix énergétique français. Ensuite, on y ajoute nos bonnes pratiques. C'est-à-dire que nous, dans les data centers, notamment au Canada, on récupère la chaleur, avec lequel on chauffe des écoles, des entrepôts de stockage. Ça permet aussi de revaloriser cette énergie fatale. Sur notre plateforme à nous, Exaion Node, qui sort là officiellement le 12 décembre, on met beaucoup en avant des protocoles avec des mécanismes de consensus très peu énergivores, ce qu'on appelle le proof of stake, la preuve d'enjeu. Là aussi, pareil, on promeut la décarbonation, l'impact carbone minimal. Ce qu'on va proposer à nos clients aussi, ça va être un dashboard qui va leur permettre de, eux, visualiser l'impact carbone des services qu'on leur rend. Comme ça, ils pourront comparer notre site et puis après, pour aller voir les autres sites, comparer. Bon, ce qu'il y a, c'est que sur les autres sites, il n'y a pas beaucoup de comparables parce que justement, l'impact carbone est très élevé. Ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que chez Exaion, notre empreinte carbone, à peu près, en moyenne, c'est 38 grammes de CO2 par kilowattheure. Si on compare nos activités cloud par rapport aux leaders du marché, qui sont souvent asiatiques ou américains, on est 15 fois moins polluant que des Américains et 20-25 fois moins polluant que les Asiatiques. Aujourd'hui, un service cloud qui provient de Chine, il faut savoir que le mix énergétique chinois, c'est 75% de charbon. Donc, voilà, donc le fait d'avoir ce mix énergétique français, de donner une seconde vie de matériel IT déclassé, le fait de récupérer la chaleur, le fait de mettre en avant des mécanismes de consensus en proof of stake, le fait de donner un dashboard, toutes ces bonnes pratiques mises bout à bout nous ramènent à 38 grammes de CO2 par kilowattheure. Après, on se heurte à un mur physique où malheureusement, il y a un actif physique qui est posé, il y a un être humain qui respire dans la salle, il y a un data center qui englobe le tout. Donc après, on essaie de compenser pour amener ça à zéro. Donc là, on a une autre filiale du groupe EDF qui est Actéon, qui nous permet justement de reboiser, notamment en France, certaines régions, ce qui nous permet de ramener cette empreinte carbone à zéro. Et on fait le maximum. Et puis, ce que je veux dire aussi ici, c'est que on fournit des services de pointe dans la blockchain, dans le Web3, qui sont décarbonés. Donc les deux ne sont pas antinomiques. Ce n'est pas parce qu'on essaie de décarboner que la qualité du service baisse. Non, on est vraiment sur... D'ailleurs, le fait qu'on combine notre marketplace avec des infrastructures détenues en propre permet justement d'avoir une stabilité inégalée dans la blockchain. Parce qu'aujourd'hui, la plupart des gens qui vous proposent des marketplaces dans lesquels vous venez développer vos applicatifs, un jeu vidéo, un exchange, une émission de dette, etc. Soit vous êtes sur une plateforme, mais ces plateformes-là, elles-mêmes reposent sur des infrastructures issues du Web 2, c'est-à-dire qu'elles tournent chez les hyperscalers historiques. Donc du coup, vous êtes sur une plateforme Web 3 pour un cas d'usage Web 3 qui tourne sur une infrastructure du Web 2. Et là, du coup, vous êtes limité dans le choix des protocoles que vous pouvez utiliser, et puis surtout, il y a une grosse instabilité. Donc nous, vous avez une plateforme designée, pensée par des acteurs du Web 3 qui repose sur une infrastructure du Web 3 pour des clients du Web 3. Donc non seulement c'est décarboné, mais en plus, ça permet une stabilité inégalée dans le monde de la blockchain. Donc Exaion Node qui sort, là, comme je l'ai dit, le 12 décembre, ça permet de faire tout ça. Et il n'y a pas besoin d'arbitrer entre la qualité et l'impact carbone. On peut très bien faire les deux. C'est très intéressant. En effet, c'est souvent, et d'ailleurs c'est un problème aussi dans le monde hors blockchain, je dirais, ou hors Web3, qui est qu'on va avoir un maillon de la chaîne qui va être en carbone neutral ou ce genre de choses, mais en fait, derrière, le fournisseur ou d'autres personnes au bout de la chaîne ne sont pas.
Et du coup, ça pose évidemment de problème. Avec la blockchain aussi, l'avantage, c'est qu'on a là une visibilité de bout en bout. Et si on veut creuser, on peut aller voir quel est le protocole qu'ils utilisent derrière, quel est le consensus. Deux choses là-dessus. Moi, il y a deux choses que j'aime bien répéter. C'est qu'on utilise la blockchain pour décentraliser. Et on met en place certains projets vertueux autour de la blockchain pour essayer de décarboner l'économie. Mais à la fin, quand on remet tout ça chez les hyperscalers historiques, asiatiques, américains, d'une, vous recentralisez tout. Pourquoi on passe par la blockchain, par la décentralisation pour tout recentraliser? Et puis, de deux, comme je vous l'ai dit, par exemple, les acteurs asiatiques, c'est 75% de charbon, leur mix énergétique. Et aux États-Unis, au Texas, ou dans d'autres États, c'est pas beaucoup mieux. Donc, pourquoi vouloir décentraliser? Pourquoi mettre en place des applicatifs vertueux si à la fin, ce qui fait tourner tout ça, c'est quelque chose de centralisé et hyper énergivore et hyper polluant? Donc, la question, moi, je la pose vraiment. Ouais, c'est sûr, c'est vraiment un point important qu'il faudrait soulever beaucoup plus souvent. Peut-être que, Guillaume, tu peux nous parler après cette vision un peu globale de la décarbonation et tout, de choses un peu plus concrètes, parce que vous êtes impliqué dans des projets très concrets en termes de capture de carbone, et s'il y a un projet récent auquel vous avez participé, dont tu veux nous parler un peu plus. Bien sûr. Juste avant de parler de ce projet concret, je pense que c'est important aussi de mentionner, pour aller dans le sens aussi de ce que disait Fatih, sur l'importance des choix technologiques et sur le fait que qualité ne veut pas dire... décarbonation, ou du moins décarbonation ne rime pas forcément avec qualité moindre. On a décidé, nous, donc on construit sur la technologie Starknet, sur la blockchain Starknet, qui est tout simplement à la pointe de la technologie et qui a aussi le gros avantage d'utiliser la technologie ZK Rollup. Alors, on ne va pas rentrer dans les choses, on va essayer de vulgariser les choses. C'est juste une technologie de pointe qui permet de réduire de 200 par 200 donc encore l'impact carbone de la technologie, de la proof of stake de manière générale. Donc on est sur quelque chose qui, quand on fait un comparatif avec typiquement ce qui devrait être dépensé, ce qui serait l'équivalent qui serait dépensé avec Visa ou Mastercard, on est à 0,1 ou 0,4% de carbone. Donc ça, c'était simplement pour mettre de côté aussi le fait que, ou du moins mettre en avant le fait que la blockchain en tant que telle peut-être plus efficace même d'un point de vue énergétique que les solutions existantes. Donc ça, c'était ce point-là. Maintenant, si on rentre dans le concret aussi sur le terrain, parce que nous, comme tu l'aurais compris, comme je pense que vous l'aurez compris, c'est la technologie au service de projets tangibles, concrets. Eh bien, la blockchain, notre solution Carbonable, on a financé déjà plusieurs projets. Des projets de différentes typologies. Il y a un projet de séquestration, ça peut être soit donc des projets dits verts, de la reforestation, de la régénération de la nature via la reforestation, des projets bleus, donc c'est plus les côtes, typiquement donc la régénération de mangroves, ou encore d'autres types certains sur lesquels on est très actif, qui est l'agroforesterie. Donc c'est de manière générale rendre des terrains agricoles durables. Et donc, typiquement, avec notre premier projet qu'on a financé, on l'a financé en 1 seconde 2 sur la blockchain. Donc, on était assez fiers. C'était un projet de reforestation au Costa Rica. Et donc, le cas d'usage super intéressant, c'est de se dire, on a offert la possibilité à des individus de financer des projets de séquestration carbone, ce qui n'est aujourd'hui pas possible hors chain, sauf si... vous créez une holding qui va multiplier des investissements, etc. Donc, de manière générale, c'est pas possible. On a offert cette opportunité-là. Elle a été, la communauté a répondu très rapidement, en 1 seconde 2, pour financer ce projet-là. Et la réalité aujourd'hui, c'est que on a offert cette opportunité-là et que maintenant, c'est les membres de la communauté qui ont financé ce projet, ont un rapport d'impact qui leur donne l'avancée du projet, etc., etc. Donc, ils vont pouvoir suivre ce projet depuis le jour où ils l'ont financé jusqu'à la finalisation de ce projet en toute transparence, en toute traçabilité. Pour rebondir là-dessus, je voudrais te poser la question aussi, on prendra l'avis de Fatih après, qui sera sans doute intéressant, mais au niveau justement ce que tu disais sur la façon de fabriquer ces mécanismes qui permettent aux gens qui refondent une intermédiation, on va dire, plus simplifiée, et la place des petites entreprises, ou je dirais des startups, des blockchains, face à de gros acteurs qui auraient sans doute la capacité de faire le même genre de projet complètement digitalisé, mais sans blockchain, c'est-à-dire en étant complètement centralisé.
comment tu vois cette séparation, et est-ce qu'il y a de la place pour tout le monde? Est-ce que tu penses que les grandes entreprises ont un rôle à jouer aussi là-dedans, ou est-ce que ça viendra plutôt du bas, je dirais, et d'une vraie nature décentralisée de l'économie? C'est un super point, un super questionnement. Si on parle concrètement, je pense que de manière générale, il faut mutualiser les efforts. Il va falloir aller de tout front. Il faut que ça vienne de la communauté, il faut que ça vienne aussi des entreprises. On est tous dans le même bateau, il faut œuvrer là-dedans. Donc ça, c'est la réponse, on va dire, globale. Maintenant, le thème de la communauté, c'est super intéressant parce que c'est les fondements même de la Regenerative Finance, donc la ReFi. On est inscrit dans la ReFi. C'est donner l'opportunité à tous, nous, comme citoyens, de financer le bien, le public good, comme ça se dit en anglais, je ne saurais pas comment le traduire exactement en français, mais le bien commun, avec un incitatif derrière. Parce que, qu'on le veuille ou non, on est dans un monde capitaliste et l'être humain, de manière générale, fonctionne souvent avec j'investis pour avoir un retour. Donc ça, à mes yeux, effectivement, il faut davantage de regenerative finance, et ça, le Web3 en tant que tel est clé là-dedans. Le deuxième point, c'est les entreprises, bien évidemment. Les entreprises ont un rôle super important à jouer. D'ailleurs, les grosses entreprises de ce monde œuvrent en direction du net zéro. Donc il y a eu bien évidemment des cas plus ou moins, on va dire, honnêtes dans cette direction. Néanmoins, là, je pense que réellement, aujourd'hui, beaucoup d'entreprises œuvrent concrètement et réellement en direction de cet objectif-là, parce que à la fois ça sert leurs intérêts éthiques et à la fois leurs intérêts économiques. On est obligé d'aller dans cette direction-là pour, je ne veux pas faire la vision cataclysmique, mais on est obligé de toute façon pour le bien fondé de notre civilisation, et eux-mêmes, en fait, pour connecter à leur audience, ils sont obligés d'effectuer ce genre de leadership environnemental pour pouvoir connecter encore davantage avec leur audience. Donc effectivement, à mes yeux, ça va main dans la main. Les citoyens et les entreprises. Merci beaucoup, et je voudrais poser une question similaire à Fatih, qui est, donc vous l'aurez compris, Exaion c'est une filiale, c'est ça, du groupe EDF. Comment, dans les discussions que tu peux avoir, soit avec EDF, soit avec d'autres grandes entreprises, comment aujourd'hui ils se positionnent face à les technologies blockchain? Est-ce que c'est des choses qu'ils comprennent, dont ils comprennent l'impact réel que ça peut avoir? Vois-tu encore beaucoup de travail d'éducation à faire, et surtout comment tu vois à terme le rôle de ces grandes entreprises dans l'adoption de la blockchain, la généralisation de son usage et surtout un impact réel? En fait, ce qui se passe aujourd'hui dans la courbe d'adoption, cycle d'adoption de la blockchain, c'est exactement ce qui s'est passé dans toutes les ruptures technologiques précédentes. C'est-à-dire que dans un premier temps, ces sujets dont on ne capte absolument pas les signaux faibles dans les grandes entreprises. Ensuite, on est surpris par ce qui se passe. Aujourd'hui, je viens moi, du monde bancaire avant d'arriver chez EDF et avant d'avoir créé Exaion, mais ce qui a pu surprendre avec la blockchain, c'était son premier cas d'usage, c'est-à-dire les cryptoactifs. Et aujourd'hui, on est à la CDC. Ce qui a pu surprendre au début et heurter et éveiller leur attention, c'est de se dire mais comment est-ce qu'on peut émettre une monnaie sans qu'il y ait une banque centrale qui ne gère cette masse monétaire mise en circulation. Donc ensuite, il y a cette phase de surprise, et puis ensuite, il y a la phase de négation. Et on y est encore pour certaines entreprises, et on voit quand il se passe ce qui se passe aujourd'hui avec FTX, beaucoup s'empressent de dire, vous voyez, on vous avait dit, c'était n'importe quoi, revenons aux choses sérieuses, la blockchain, c'est du bruit et rien d'autre. C'est comme si avec Netscape, on avait dit qu'Internet c'était fini et puis il fallait revenir aux choses sérieuses et revenir au business physique et puis arrêter Amazon qui était déjà créé en plus à l'époque et dire que ça n'avait aucun avenir et qu'on continuerait à aller acheter nos livres comme on avait l'habitude de le faire. Donc là, on est dans cette phase-là un peu, j'ai envie de dire, dans les grandes entreprises. Et puis après, il y a les entreprises précurseurs qui voient ces signaux faibles, qui vont au-delà de certains cas d'usage dans lesquels on peut voir certaines dérives, qui se concentrent sur la technologie sous-jacente, qui se disent, non mais attendez, ok, on va mettre FTX et toutes ces choses de côté, ou même les cryptoactifs, après on n'aime pas Bitcoin ou les autres cryptoactifs, c'est pas le sujet, mais se dire, non mais derrière, il y a une technologie sous-jacente qui est vraiment révolutionnaire,
et qu'on peut vraiment utiliser pour automatiser les choses. Et c'est là que doit se porter le débat. C'est sur la technologie sous-jacente. Et puis la blockchain, pareil, en stand-alone, vous n'en faites pas rien non plus. C'est comme les protocoles Internet. Il y a différents protocoles pour envoyer un mail, pour stocker de la data, pour aller sur Internet, etc. Donc tous ces protocoles-là, demain, vont s'imbriquer et vont permettre à un nouveau monde d'émerger. Et dans ce nouveau monde, on aura des technologies blockchain qui seront elles-mêmes imbriquées avec de l'IoT, avec de l'IA, avec différentes technologies de big data. Et c'est ce tout qui permettra de digitaliser et d'automatiser certains cas d'usage. Et quand on se concentre sur la technologie blockchain et plus largement, on va dire, sur le Web3, on est vraiment à un virage et on sent qu'il y a des choses qui vont changer. Et ça, il y a certaines entreprises qui l'ont compris très vite. Et je pense que les entreprises qui l'ont compris très vite sont les entreprises qui se sont fait disrupter récemment par différentes technologies. Il y a le monde bancaire qui s'est fait disturber par les fintechs. Donc, quand vous voyez tous les transferts d'actifs qui se font et que vous êtes une banque et que vous voyez votre chiffre d'affaires qui s'effondre, que vous voyez les taux d'intérêt s'effondrer, que vous voyez les activités de salles de marché historiques s'effondrer après les subprimes, vous vous dites, mais mon business model, cœur, il est vraiment mis à risque. Et quand vous voyez la DeFi arriver, vous dites, soit j'anticipe, soit encore une fois, je le subis. Pareil pour la grande distribution. Aujourd'hui, on voit que le groupe Casino est fortement impliqué dans le monde de la blockchain. Ils sont derrière Lug, ils sont derrière plein d'initiatives de la blockchain. Pourquoi ? Parce qu'ils ont été disruptés par le e-commerce. Et quand on parle de décentralisation, que vous êtes le groupe EDF et que vous produisez de l'électricité avec du nucléaire, et que vous voyez les renouvelables arriver qui décentralisent et qui créent des microgrids, nanogrids, etc., pareil, vous comprenez. Donc, quand vous voyez la blockchain arriver avec la promesse de la blockchain qui dit on va décentraliser la finance, on va décentraliser les cas d'usage, on va digitaliser les cas d'usage, bon, bah, là, vous avez l'industrie énergétique, bancaire et de la grande distribution qui, pour avoir été impacté par ces différentes technologies-là, se disent ok, il se passe quelque chose et cette fois-ci, eh ben, on va être précurseur. Et d'ailleurs, c'est pas des mauvaises disruptions en plus. Le fait d'avoir vu les fintechs arriver, le fait d'avoir eu l'e-commerce arrivé qui nous a bien sauvés pendant la période de confinement, où on se faisait tous livrer à manger à la maison parce qu'on n'avait pas le droit de sortir, ou le fait d'avoir des renouvelables aujourd'hui qui permettent d'équilibrer le réseau électrique entre nucléaire, renouvelable, etc., ce sont des bonnes choses. Mais au début, elles font peur parce que bon, voilà, bah, ça vous sort de votre zone de confort. Mais une fois qu'elles arrivent, elles permettent d'avoir une hybridation entre le métier historique ou l'entreprise historique avec des nouveaux cas d'usage. Et la blockchain, comme la fintech ou comme le e-commerce, va permettre à toutes ces entreprises d'hybrider un casino qui va avoir de la vente en physique mais aussi en ligne, ou quand vous venez récupérer vos sacs parce que vous avez passé une commande, ou alors les banques qui vous permettent d'avoir aujourd'hui du Boursorama Banque, etc., qui sont rachetés par les entreprises historiques. Donc tout ça va permettre d'avoir une hybridation. Les startups de la blockchain ne vont pas sortir du jeu les entreprises historiques, mais je pense qu'elles vont converger. Ça va permettre d'avoir une certaine hybridation entre les cas d'usage historiques et les nouveaux cas d'usage. Ouais, ça va un peu dans le sens de ce que disait Guillaume. Peut-être tu veux rebondir. Ouais, c'est en fait déjà tout à fait aligné avec ce que tu dis, Fatih. Je pense que aussi il y a un point, je pense, c'est le côté vocabulaire de manière générale. Quand on parle à une entreprise, en fonction d'avec qui on parle, il faut adapter son vocabulaire et adapter son discours. Ça, c'est une réalité. C'est-à-dire que si on sort directement tous les mots décentralisation, liquidité, etc., on peut perdre très très vite la personne en face, sauf si typiquement c'est les directeurs de l'innovation ou quelque chose comme ça spécialisé dans le Web3. De manière générale, donc il faut adapter un tout petit peu son discours et montrer et en fait se concentrer davantage sur les cas d'usage. Qu'est-ce que concrètement cette technologie, car c'est une technologie, c'est comme ça qu'on le présente. On dit souvent d'ailleurs le mot Web3. On ne va pas dire blockchain parce que blockchain est souvent associé à des choses négatives. Donc voilà, une question de vocabulaire et de se concentrer sur vraiment quels sont les applicatifs associés à la solution, qu'est-ce qu'elle va résoudre comme problème. Et là, de manière générale, tout de même, pour être tout à fait franc, en étant une start-up, encore à l'heure actuelle, on voit qu'il y a beaucoup d'écoute de la part des entreprises, que ce soit des grands groupes ou des start-up. Donc on est très agréablement surpris par justement le fait que ça éveille l'intérêt plus que la peur quand même sur la majorité des entités avec lesquelles on est en interaction. Ouais, c'est important. Hein. Je pense qu'on est vraiment en train d'aller vers s'il y a cette vraie demande. Je pense qu'il y a quelques années encore,
beaucoup de grandes entreprises étaient encore anti. On ne pouvait pas parler de blockchain parce que c'était complètement une abomination climatique, etc. Donc, voilà, ces interventions qu'on a pu entendre nous laissent penser qu'on est dans une vraie transition et que ça va avancer comme ça. Merci beaucoup. Peut-être qu'on peut ouvrir sur des questions de l'audience ici, en présentiel ou en ligne. Je ne sais pas si quelqu'un a une question. Oui, j'ai une question devant. Merci, bonsoir. Moi, je trouve qu'on n'a pas beaucoup parlé de climat et de développement durable sur cette table ronde-là. Du coup, j'aurais aimé que vous en disiez un peu plus sur comment la technologie blockchain permet d'accélérer la lutte contre les changements climatiques. Donc, j'ai entendu sur la consommation d'énergie, etc., le mix énergétique, que ce n'est pas aussi énergivore que ce qu'on peut bien penser. Et ensuite, j'avais une question aussi plus pour Carbonable, sur plus de précision, en fait. Donc, votre organisation permet de financer des puits carbone. Et donc, par rapport à une solution de financement hors blockchain, c'est quoi la différence par rapport à un crowdfunding pour demander aussi à la communauté de financer un projet pour le bien commun? Voilà. Merci. Qui veut... Je peux commencer par la dernière question, du coup, avec plaisir. En fait, ce qu'on disait, c'est qu'on s'inscrit dans la regenerative finance. Donc, en fait, c'est donner les clés à la communauté, aux citoyens de manière générale, d'investir dans le bien commun. Donc, investir, c'est ce que je disais, qui dit investir dit un incitatif derrière. Quand vous financez un projet de puits carbone, l'idée, c'est qu'ensuite, vous détenez des actifs qui sont des crédits carbone. C'est comme ça qu'est régulé ce type d'investissement. Si on passe par une solution crowdfunding générale Web 2, c'est-à-dire que pour chaque projet, il va falloir créer une entité légale qui va permettre du financement croisé et la détention des actifs associés à ce financement-là. Donc, de manière générale, juste d'un point de vue légal et opérationnel, c'est quelque chose de très complexe. C'est quelque chose qui ne peut pas scaler de manière générale. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'en fait, on convertit un projet de séquestration en une collection d'actifs numériques. Donc, c'est dire, en fait, voilà, on fragmente un projet, disons, qui théoriquement coûterait $1 million. On va le fragmenter en 10 000 pièces de $100. Donc, ça veut dire qu'on ouvre cette opportunité à qui le veut, plus ou moins qui le veut, pour investir dans ce projet et en fait, de manière totalement en un claquement de doigts. C'est-à-dire que d'un point de vue légal et d'un point de vue opérationnel, c'est aussi simple que ce que je dis, claquer des doigts quasiment. Donc ça permet la scalabilité. C'est quelque chose, voilà, on a déjà plusieurs projets et on peut le démultiplier très très facilement. Donc ça, on va dire, le point, je pense, ce que permet le Web3, il y a ce point-là, ce que je disais, c'est la liquidité et le côté accessibilité. Le deuxième point, c'est le point de vue transparence. Tout est disponible sur la blockchain à tout moment. Toutes les données qui sont dessus ne sont pas modifiables, ce qui n'est pas le cas de n'importe quel crowdfunding, etc. On sait dans quoi on investit et on peut avoir confiance sur ce quoi on investit. Et le dernier point, c'est l'élément, on va dire, associé plus aux entreprises. C'est ce que je disais, car il y a plein d'entreprises qui, aujourd'hui, n'ont pas de solution pérenne dans le monde Web 2, donc dans le monde actuel, une fois le financement fait. Comment je gère la réception des crédits carbone dans les projets dans lesquels j'ai investi? Étant donné que j'ai investi dans 2, 3, 4 projets, comment je coordonne la réception des différents crédits carbone, etc., etc. Et donc ça, on se rend compte en parlant à des individus, à des acteurs qui ont dépensé plusieurs milliards dans ces projets-là, qu'ils n'ont pas la solution. Alors qu'avec nous, c'est quelque chose, étant donné que toutes les données sont incluses dans ces actifs numériques-là, et qu'on utilise des smart contracts, tout est fait de manière traçable, transparente et automatique. Fatih, je ne sais pas si tu veux rebondir sur la première partie. Comment tu vois peut-être l'impact réel de la blockchain permet de décarboner l'industrie. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que le digital, en moyenne, un cas d'usage physique, quand on le digitalise, on divise à peu près par 10 son empreinte carbone. Donc la blockchain est en ligne avec ces volumétries. On divise à peu près par 10 à chaque fois qu'on blockchainise ou qu'on numérise un cas d'usage. Puis ensuite, on permet aussi à certains cas d'usage de réellement prendre toute leur envergure. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on l'a vu, il y a eu beaucoup de fraudes sur les crédits carbone et des choses comme ça.
Aujourd'hui, sur la traçabilité de l'électricité, la blockchain permet d'apporter une traçabilité très très fine. Tout ce qu'il y a eu, tous les scandales qu'il y a eu autour du CO2, là aujourd'hui, on pourrait faire la même chose, mais si vous le blockchainisez de bout en bout, toutes les fraudes que vous avez vues, vous pouvez les éviter. Puis au-delà des fraudes, on peut réellement décarboner, on peut réellement prouver à quelqu'un que l'électricité qu'elle consomme, elle provient d'une source renouvelable ou nucléaire ou hydraulique. Ça, c'est un premier cas d'usage, c'est la traçabilité de l'électricité. Un deuxième cas d'usage sur lequel on travaille beaucoup, nous, c'est par exemple la gestion de la charge des véhicules électriques. Grâce à la blockchain et à toute l'automatisation et à l'optimisation de l'écosystème du véhicule électrique, on va permettre, parce que c'est les projets sur lesquels on travaille, de gérer beaucoup mieux la gestion de la recharge d'un véhicule électrique. Et ça, aujourd'hui, c'est encore un problème pour beaucoup de personnes qui sont soit exploitants de bornes de recharge, soit qui sont propriétaires de véhicules. D'ailleurs, je repense à un ami à moi qui était en Allemagne et qui est resté calé sur la route pendant des heures parce que la borne de recharge qui était indiquée n'était pas fonctionnelle, sa batterie était complètement déchargée. Et il a dû attendre la remorque pour qu'on vienne le chercher parce que, voilà. Donc aujourd'hui, il faut réussir à optimiser tout cet écosystème-là. Et c'est vrai que la technologie blockchain et les smart contracts, ça permet d'automatiser, apporter de la confiance, apporter de la sécurité, optimiser, d'avoir une vision beaucoup plus transparente de tout un écosystème qui peut permettre à un utilisateur, soit de véhicules électriques, soit d'un gestionnaire de bornes de recharge, d'optimiser son actif. Ensuite, il y a un autre cas d'usage sur lequel on travaille beaucoup, c'est l'échange d'électricité entre pairs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous êtes un autoconsommateur, vous avez votre PV ou votre éolienne chez vous, vous avez votre voisin qui a la même chose, il y en a un qui peut avoir un surplus et un autre un besoin. C'est vrai que demain, la blockchain va aussi permettre à deux personnes en direct de s'échanger de l'électricité. Et ça va permettre du coup d'investir encore plus dans les ENR et de développer les renouvelables. Un autre projet qui a été évoqué tout à l'heure, c'est le projet qui a été mis en place par la BNP Paribas EDF ENR. On a deux activités renouvelables chez EDF. Il y a EDF Renouvelables qui sont les grands projets de solaire et d'éolien. Mais on a aussi une autre filiale qui est un peu moins connue qui s'appelle EDF ENR, qui permet aux particuliers justement de poser du photovoltaïque sur son toit, etc. Donc EDF ENR et BNP Paribas ont lancé un projet de financement de projets renouvelables à l'échelle de particuliers, dans lesquels des investisseurs peuvent venir prendre part en achetant une partie de ces panneaux photovoltaïques, par exemple. Donc on tokenise tout un tas de panneaux photovoltaïques financés développés par EDF ENR et par BNP Paribas, et financés à travers les tokens, la blockchain, où vous, moi, n'importe qui dans cette salle peut devenir propriétaire. Donc du coup, ça vous permet, surtout aujourd'hui où on voit que les livrets que vous avez, ils rapportent plus tellement parce que l'inflation est supérieure, donc vous avez un taux d'intérêt réel négatif, des actifs boursiers qu'on dit être déjà surcotés, certains actifs cryptoactifs qui aujourd'hui sont un peu en train de vaciller. Aujourd'hui, à travers un token, vous pouvez être propriétaire d'une parcelle, d'un bout de photovoltaïque et avoir le rendement qui est lié à ce panneau photovoltaïque ou à cette éolienne. Donc tout ça, ça permet de créer aussi une finance alternative, des moyens de financement alternatifs qui permettent aux porteurs, aux investisseurs, aux particuliers d'investir directement dans du réel, dans du concret, dans des actifs qui permettent de créer de l'électricité, de gérer l'électricité de manière intermittente. Je ne sais pas si j'ai répondu, mais j'ai essayé. Ouais. Deux autres questions. On a le temps pour les deux dernières questions. Merci, bonsoir. J'avais une question pour Guillaume. Quand on parle des carbon offsets, souvent il y a la problématique de, une fois que le projet a été installé, comment on le pérennise, comment on s'assure que ça ne disparaît pas, que la parcelle n'est pas abandonnée. Et là-dessus, je me demandais si la blockchain pouvait avoir aussi des solutions pour suivre, en fait, pas juste savoir que la data dans la blockchain nous dit que c'est bon, mais s'assurer que sur le terrain, le projet existe bel et bien, etc. Voire peut-être même se connecter aussi avec les populations locales qui sont sur le terrain, qui peuvent vérifier. Dans quelle mesure la blockchain peut ou pas aider sur cette partie-là ?
Super intéressant, et on voit du coup que tu connais le marché un tant soit peu. Justement, ouais, c'est une des problématiques clés. C'est ce qu'on disait, tu vois, dans transparence et traçabilité, il y a ça. Traçabilité, c'est clé. C'est que devient le projet dans lequel j'ai investi. Alors nous, pour l'instant, on répond à ce problème-là avec 2 éléments. La première, c'est on fait un partenariat avec des organismes qui s'appellent des vérificateurs. Donc, c'est des organismes qui vérifient grâce à imagerie satellite, machine learning et audit sur place. Donc, on fait partenariat avec eux et on met donc du coup disponible à tous les informations de ces rapports-là. Et l'idée, c'est simple aussi, c'est qu'en fait, on va linéariser, ou on va même pas linéariser, mais on va être au plus proche possible de l'absorption carbone du terrain concret, c'est-à-dire on ne va pas livrer tous les crédits carbone au bout de l'année 3 ou 4, comme c'est le cas dans certains types de cas. Au contraire, le projet dure 25 ans, il a une courbe, on va dire, un peu comme ça, et bien on va suivre cette courbe un peu comme ça. Année après année, on va récolter les fruits de nos investissements en réalité avec le terrain. Donc ça, c'est les 2 points, je pense, clés par lesquels on répond à ça. Le troisième, et c'est un très bon point que tu soulèves, c'est la décentralisation en tant que telle, parce que l'étape ultime, quasi, ce serait de décentraliser la vérification quasiment. C'est-à-dire qu'effectivement, on peut se référer aux imageries satellites, là, on peut difficilement les mettre en question, mais on peut aussi mettre en fait, à contribution les communautés locales. Et c'est dans un coin de notre tête, clairement. On y va étape après étape, mais c'est quelque chose qui peut être grandement facilité par le Web3. Peut-être la dernière question. Et très rapide, puisque c'est la dernière question, et qui va faire écho aux questions précédentes. Une question. Et d'ailleurs, vous avez commencé quasiment en prévenant qu'on n'allait pas parler de l'empreinte énergétique, de la blockchain, etc. On a l'impression en fait que dès qu'on aborde le sujet, on passe au moins 5 minutes quasiment à s'excuser de parler de la blockchain, qui a extrêmement mauvaise presse dans les univers écolos, dans les écosystèmes justement qui se revendiquent de la protection de l'environnement, etc. Alors que effectivement, on voit qu'il y a quasiment de manière contre-intuitive un mouvement qui serait plutôt très régénératif, donc encore plus ambitieux que le développement durable. Et en fait, cette question qui est très ouverte et que je me pose également à moi-même, à votre avis, combien de temps ça va durer cette période où finalement, à coup de nouvelles à la FTX, on passe son temps à s'excuser avant d'avoir suffisamment de masse critique d'exemples et de bonnes pratiques pour que, de manière complètement naturelle, en fait, on arrête de mettre la blockchain sur le banc des accusés et on finisse finalement à en faire une solution évidente, comme finalement le travail qui a été fait par Jacques André. Combien de temps on va continuer à s'excuser avant que ça devienne une évidence, à votre avis? C'est une question ouverte. Combien de rapports on va devoir écrire? Quelqu'un veut adresser? Personne n'a de boule de cristal sur le sujet, mais moi j'aime bien faire le parallèle à chaque fois entre la blockchain et Internet. Internet a mis tout le monde d'accord pendant le Covid. Combien de temps on a mis entre toutes les critiques qu'il y avait vis-à-vis d'Internet, de dépersonnalisation, de numérisation à outrance de l'économie, de travail, de manque de contact humain? Aujourd'hui, avec Internet, on a tous réussi à se faire livrer pendant le Covid. Et puis, la vérité, c'est qu'aujourd'hui, on travaille tous sur Teams ou sur ce genre de plateforme, ce qui permet d'éviter une grosse partie des déplacements, des trains, d'avions, qui permet aussi de beaucoup décarboner nos activités. Je pense qu'on arrivera à un moment donné, et ça, je l'ai loupé, et je le dis toujours que ça, c'était mon plus grand regret, c'est que le Covid est arrivé dans une phase trop immature de la blockchain. C'est-à-dire que si la blockchain était suffisamment développée au moment où on a eu le Covid, on aurait été capable. Et ça, chaque fois qu'on me dit c'est quoi ton cas d'usage préféré, j'ai toujours c'est celui que j'ai pas pu faire. C'est la traçabilité des vaccins à ARN messager pour être sûr que les vaccins, depuis le fabricant jusqu'au patient final, il a été transporté dans les bonnes conditions climatiques. Et ça, avec la blockchain et l'IoT, on aurait pu dire que chaque vaccin était bien transporté à moins 70 degrés depuis Pfizer jusqu'au cabinet médical. Et ça, on l'aurait eu, on aurait dit la blockchain a sauvé le monde. Sauf que quand on a eu ce problème, la techno n'était pas suffisamment mûre. Donc on va devoir attendre le prochain cas d'usage qui va permettre de sauver un petit peu tout le monde pour dire finalement la blockchain,
c'est pas si mauvais que ça. Je partage complètement l'avis. Je pense qu'une autre manière de le formuler, ce serait de dire aussi que, en gros, jusqu'à ce que ça atteigne la masse, en fait, un cas concret d'usage à la masse. Aujourd'hui, le problème, je pense, a été que ça reste un marché de niche un peu. Les gens qui vraiment l'utilisent et ont conscience de l'utiliser, on va dire, c'est encore un faible pourcentage de la population. Pourquoi ? Parce qu'il y a encore une frontière Web 3, Web 2. Le jour où on va réussir à vraiment briser cette frontière et où on va utiliser le Web 3 comme si on utilisait un site internet classique, je pense que là on ouvre toutes les barrières, et à partir de ce moment-là, quand il y aura des cas concrets d'usage qui mettent tout le monde d'accord, donc comme tu le mentionnais Fatih, comme je pense la reforestation, ce genre d'éléments, ça mettra tout le monde d'accord. Il y a quand même des bons signes, c'est que même des grandes organisations internationales, je sais que c'est bien passé pour le savoir, ont l'attrait vers le Web3 parce qu'ils voient concrètement tous les intérêts que ça peut apporter. Le jour où ces applications-là sont tangibles et que personne ne se rend compte que c'est sur le Web3, je pense qu'il n'y aura plus réellement de critiques associées à ça. Puis c'est déjà une réalité. Enfin, nous, on se pose aussi la question de savoir quand est-ce que ça arrive, mais parmi les jeunes, c'est déjà là. Il y a peut-être 8% des Français qui détiennent des cryptoactifs. Alors, j'ai pas les stats, mais si on demande aujourd'hui à des moins de 30 ans ce qu'ils ont dans leur portefeuille, je pense qu'ils ont beaucoup plus de cryptoactifs que d'actions. Alors après... Donc c'est déjà une réalité, c'est juste un sujet générationnel. Quand la prochaine vague va arriver, ce sera juste natif pour eux, ce sera normal de parler de cryptoactifs, de Web3, comme aujourd'hui c'est normal pour nous de parler d'Internet. Oui, bien sûr. Moi, c'est pour avoir le mot de la fin, peut-être, pour combiner un peu ce que vous disiez. Personne ne sait comment marche Internet, pourtant tout le monde l'utilise. Aujourd'hui, on se pose beaucoup la question de savoir comment marche la blockchain, etc. Quand il y aura un niveau d'abstraction suffisant, on sera capable de l'utiliser sans se poser toutes ces questions et sans avoir besoin de s'excuser de parler de blockchain. Voilà, je pense qu'on peut clore la table ronde. Merci à tous les trois pour la qualité de nos échanges, de vos interventions. Et pour clore cet événement, j'ai le plaisir d'accueillir Nadia Filali, qui est notre hôte, directrice des programmes blockchain et cryptoactifs à la Caisse des dépôts, qui va nous dire un mot. Je vais faire debout. Déjà, je voudrais remercier Blockchain for Good et la qualité des échanges qu'il y a eu aujourd'hui et l'ensemble des intervenants, parce que c'était franchement intéressant. Pour le travail qui a été réalisé cette année, hein, parce que 407 pages, c'est ça? C'est pas tout petit. Et même si BPI France n'est pas là, peut-être que je peux vous expliquer. Ah, d'accord, parce que je pensais qu'Yvon n'était pas là. Alors, du coup, j'ai perdu. 2 secondes, je ne l'ai pas appris par cœur. Je vais vous expliquer pourquoi c'est important, globalement, je pense, pour le groupe Caisse des dépôts, de traiter ces sujets de blockchain et d'actifs numériques, où je n'étais pas complètement d'accord avec le dernier échange, qu'à chaque fois on s'excuse. En tout cas, nous, on ne s'excuse pas de travailler sur le sujet. En revanche, on a une doctrine sur les actifs numériques à la Caisse des dépôts qui rejoint aussi nos doctrines par ailleurs d'investissement ou d'opérateurs et qui respecte un certain nombre de choses et de valeurs, et notamment les sujets qui sont importants pour nous concernant le développement durable et la transition écologique. Et je vais vous lire la raison d'être du groupe Caisse des dépôts. Et donc le groupe Caisse des dépôts, alliance unique d'acteurs économiques publics et privés, s'engage au cœur des territoires pour accélérer la transformation écologique et pour contribuer à offrir une vie meilleure pour toutes et tous. Et très clairement, je pense que cette phrase, qui est en fait la raison d'être du groupe, qui a été publiée il y a quelques mois déjà, est assez explicite pour comprendre pourquoi la Caisse des dépôts a financé et finance l'association Blockchain for Good. Parce que nous, on pense qu'effectivement, mais comme avec toute technologie, en fait, il y a des effets qui ne sont pas forcément très bons, mais comme toute technologie, on peut aussi les utiliser pour améliorer ce monde, que ça soit au niveau des paiements et des échanges des transactions entre les personnes un peu partout dans le monde, que ça soit pour le climat, comme ça a été montré tout à l'heure, et encore d'autres sujets, parce que
il y a quand même beaucoup de chapitres, dont certains nous intéressent particulièrement, notamment l'identité numérique sur lesquels on travaille, la santé, l'éducation et d'autres sujets que nous, on a bien retrouvés comme étant des priorités, en tout cas pour le groupe et pour l'établissement public. Voilà. Donc j'espère qu'on pourra poursuivre ce type de conférences ou de présentations en fait des différents sujets. Je comprends qu'il faut attendre 2024 pour le prochain. On peut peut-être faire des choses entre aujourd'hui et 2024, parce que 2024 c'est un peu loin. Exactement, il y aura d'autres choses en 2023 probablement. C'est une bonne nouvelle. Mais en tout cas, c'est un sujet qui est passionnant, sur lequel il y a une question de maturité, certes, mais il y a aussi il y a plein de problèmes. En fait, c'est une question de maturité technologique, il y a des problèmes réglementaires qui se posent et qui ne sont pas secs complètement non plus. Et puis, FTX, c'est l'histoire d'un gars qui a eu la bonne idée d'avoir ses parents, d'être super bien financé et qui a fait ce qu'il a voulu avec son ex et ses potes. Enfin, je le dis en rigolant comme ça, mais c'est pas vrai que pour la blockchain et les cryptos, c'est vrai dans un tas de choses. Ça apprend aussi qu'il faut avoir une certaine maturité avec et de réflexion et de peut-être pas se précipiter sur tout quand on traite un sujet. Alors la caisse a cette particularité de travailler dans le long terme. Je pense que parfois c'est pas mal de réfléchir aux différents sujets dans le long terme. Voilà, donc je pense pas que ça soit une mauvaise nouvelle en tant que telle en fait, mais et je pense pas que tous nos sujets ne soient pas d'actualité. En tout cas, merci à tous, parce que je sais que je vais me faire gronder par les gens de l'accueil et tout ça. On est censé libérer les locaux assez tôt. Mais merci et j'espère qu'on se reverra sur ces sujets-là, ici Absolument. ou ailleurs. Merci à vous en tout cas pour votre accueil. Merci.